Bonjour, bienvenue au podcast du coach où je parle à des passionnés de sport, des athlètes, des coachs, des physiologistes de l'exercice, des chercheurs dans le milieu de la science du sport. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec David Jecker, un physiologiste de l'exercice, un coach. Il a une maîtrise en sciences du sport, il fait des ultramarathons depuis beaucoup d'années. Fait qu'on va parler un peu de son parcours autant sportif qu'académique. Également, on va parler aussi, on va aller deep sur certains sujets liés à la science du sport. Donc, bienvenue David au podcast du coach. Ben merci, content d'être là. Oui, je pense que ça va être vraiment très intéressant, là. Je pense qu'on va pouvoir parler de plusieurs sujets. Puis, c'est le fun tu sais, de parler à quelqu'un qui a justement tu sais, le côté académique, mais aussi le côté sportif. Fait que des fois, tu sais, il y a un côté de oui, connaître la théorie, mettons, tu sais, la théorie de la nutrition, mais tu sais, après de vraiment le vivre, c'est quoi justement, tu sais, un ultra, puis des choses comme ça, ça ajoute, je pense, un aspect supplémentaire pour bien un peu comprendre la réalité de tout ça. Puis dans le fond, comme je dis, t'es coach, tu travailles pour, dans le fond, ta compagnie qui est Quantum Endurance. Mhm. Puis un peu, ouais, pour te décrire nous un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, un petit peu brièvement. Ouais, ben là, dans le fond, c'est ça. Depuis un peu plus qu'un an, je pense que je suis plus entraîneur là, que physiologiste. Là. J'avais quand même, tu sais, avant ça, j'ai eu un. Dans le fond, après ma maîtrise, à un certain point, j'ai commencé un doctorat à l'Université de Sherbrooke, dans le fond, que je n'ai pas terminé. Entre autres, parce qu'à un certain point, j'avais un emploi là, à temps plein à l'Institut national du sport. Dans le fond, à Montréal. Puis en parallèle à ça, en fait, depuis ma maîtrise, dans le fond, je fais du coaching là, à distance là, depuis, dans le fond, 2016. Puis là, depuis, disons, un an ou un peu plus, c'est rendu ça vraiment le principal là, de mon activité. Dans le fond, coaching et aussi des tests, là, tests lactate, VO2 max, puis tests d'oxydation. Euh, fait que c'est un peu ça là, qui m'occupe ces temps-ci. J'ai encore un peu d'heures à l'occasion avec l'Institut, mais c'est vraiment plus des contrats là, avec des triathlons Québec, puis aussi des fois des tests là, d'athlètes là-bas, mais c'est vraiment minime en ce moment, là, mon implication avec l'Institut. Puis au niveau sportif, comme je dis, tu fais des ultra-marathons, tu as déjà fait des triathlons aussi. C'est quoi un peu ton parcours sportif? C'est depuis combien de temps justement que maintenant là, tu fais Mhm. plus des ultra-marathons? Ouais, ben, je pense que j'ai commencé à courir quand même sur le tard. Là. Je devais avoir comme peut-être 22 ans là, à l'université. Commencé à faire de la course à pied, puis comme tout le monde, assez rapidement un marathon. Puis après ça, ben, je voulais courir. Je me disais que j'aimerais ça faire de quoi de plus long. Puis là, courir plus que 42 kilomètres ça me semblait un peu stupide. Fait que je me suis dit que je vais faire du triathlon. Fait que j'ai fait 2 saisons triathlon. Puis tu sais, pendant ce temps-là, en fait, à un moment donné, tu sais, je me suis un peu écœuré là, de. C'est juste la complexité de tout le temps avoir besoin d'avoir accès à une piscine, tu sais. Puis je pense qu'au début, c'est le fun, le défi de devoir. Tu sais, je suis vraiment pas nageur. Là. Fait qu'au début, c'est le fun, il faut vraiment que tu apprennes à nager, tu sais. Fait que c'est un beau défi au début. Mais une fois que tu comme que tu progresses là-dedans, ben, tu sais, ça devient comme compliqué un peu, là, je pense, l'entraînement. Puis tu sais, juste l'aspect matériel du vélo, c'est un peu plate aussi. Fait qu'après, pendant ma deuxième saison, dans le fond, pendant la saison, j'ai décidé que j'allais arrêter le triathlon, mais j'ai quand même fait mon Ironman parce que je suis inscrit. Fait que, tu sais, je me suis dit, tant qu'à y aller, je vais le faire. Mais avec un entraînement très axé trail running, là, fait que ça a pas super bien été, là, je pense. C'était pas fameux, là. Mais puis après ça, j'ai vraiment fait plus du trail là, depuis ce temps-là. Là. Puis c'était l'Ironman de Tremblant que tu avais fait? Ouais, tremblant. Puis, si je me trompe pas, j'ai fait quelque chose comme 10h30, là. Quand même. Puis, je voulais C'est. faire en bas de 10 heures. Fait que, pendant la course, à un moment donné, t'es comme, quand tu te rends compte que c'est impossible, je pense que le bout, je marchais, puis j'étais comme, t'es un peu découragé. Puis, tu te rends compte, ben là, faut quand même que je batte le cul pour faire en bas de 10h30, là, parce que sinon, Ouais, ouais, c'est. ouais. Mais en tout cas, c'était pas. Tu sais, je nage vraiment pas vite, là. Fait que c'est sûr que c'était pas évident juste tu sais, pour moi déjà de sortir de l'eau quand même bien placé. Fait que c'était plate aussi en termes de compétition parce que tu sors de l'eau comme tellement loin qu'après, c'est comme plus vraiment un TT. Là. Ben, en fait, la course au complet est un TT finalement. Il n'y a pas vraiment d'aspect compétitif. Puis, fait que c'est un peu moins, je pense, moins intéressant pour ça. Mais c'était quand même une belle expérience. Puis c'est là justement que j'ai décidé de commencer à faire des courses plus longues. Puis j'ai quand même aussi décidé à ce moment-là d'aller faire la maîtrise en Suisse, justement, parce que pour la course à pied, je pense que c'était plus intéressant d'avoir, pour l'entraînement, mais aussi pour pouvoir faire des courses là, quand même. Il y a beaucoup plus de courses, puis beaucoup plus de courses, disons, à des distances assez proches, là. Exact, moi c'est ça. Puis t'as vraiment un beau terrain de jeu Ouais, en exact. Europe là, pour.
Ouais. Et c'est en quelle année environ, là, t'as Dans justement le fond, focusé sur en, le trail running puis t'as débuté ta maîtrise? ouais, ben je pense que 2000, c'est-tu 2013 mon Ironman? Fait qu'en 2014, j'avais, je crois, commencé la maîtrise à Sherbrooke. Puis pendant la première session, j'ai décidé, ben je vais aller faire ça en Suisse à la place, là, tu sais. Fait qu'en 2015, j'étais en Suisse, en fond. Puis t'as switché la deuxième session Ouais, de ta exact. maîtrise, Ouais. dans le fond, OK. Puis ton parcours aussi académique est quand même est intéressant aussi parce que t'as pas un parcours typique, c'est bien que Ouais. est-ce qu'il y a vraiment un parcours typique justement Ouais, mettons ben c'est c'est ça. sûr que tu Ouais. lis en kin là, tu parles à différentes personnes puis Mhm. c'est quasiment des fois même plus rare là, quelqu'un mettons qui va faire le bac en kin, maîtrise en kin puis après continuer ou là dans ton cas c'est en fait c'était en quoi ton bac que tu as Ouais, fait? dans le fond, moi j'ai un bac en agronomie. Donc, ben, sciences de l'agriculture, si on veut. Puis, dans le fond, j'ai fini le bac au complet. Puis après ça, j'ai fait un an en kin. Puis ça m'a permis de rentrer à la maîtrise. Des fois, ça paraît un peu absurde, mais en fait, quand on y pense un peu, tu sais, l'agronomie, ça reste quand même des sciences biologiques tu sais, principalement. Mhm. Au final, c'est pas si loin que ça quand on y pense un peu là, de la kinésiologie. Là. Fait que, tu sais, l'anatomie animale ou humaine, puis tu sais, il y a quand même des cours qui overlappent un peu. Puis en kinésiologie, c'est vraiment la première année des cours qui est peut-être le plus théorique. Fait que ça m'a quand même permis de pouvoir passer directement à la maîtrise. Après, en Suisse, j'avais eu des cours un peu là, de propédeutique à faire, des cours de bac comme mise à niveau aussi pendant ma maîtrise. Mais je pense que c'est une bonne décision. Surtout la maîtrise en Suisse, c'est une maîtrise plus type cours avec quand même une petite thèse à faire. Fait que j'ai eu quand même beaucoup de cours théoriques, je pense, en Suisse que je n'aurais pas eu au Québec. Fait que ça, c'est quand même bien. OK. Puis au final, la seule affaire, c'est que là, je suis pas kinésiologue, dans le fond. Ça prend un bac en kinésiologie pour être kinésiologue au Québec. Fait que, techniquement, euh, je peux pas faire des reçus de kinésiologue quand je fais des services, quand je fais des services au Ouais, dans monde. le fond, moi aussi, la même chose. Dans le fond, tu sais, mon Ouais, bac étant. J'ai fait un double bac Food Science, Nutrition Science, dans le fond, qui n'est pas en ouais, kinésiologie. Fait que c'est même si tu as poursuivi en kin, ça veut pas. ouais. T'es pas. C'est quand même. Puis, justement, la décision au début, quand tu voulais être. Que tu as débuté ce bac-là, c'est qu'est-ce que tu voulais faire justement plus tard dans ta vie? T'avais-tu une idée un peu par rapport à ça ou c'est juste comme un sujet qui t'intéressait? Ou... Ben, ça m'intéressait, puis tu sais, c'est quand j'avais fait, justement, que j'avais participé à un des projets là, du lab à Éric Boulet, le projet Atomidion là, sur hydratation, tu sais, c'est un demi-marathon là, sur tapis roulant. Puis pendant ce temps-là, je faisais un stage de recherche en agronomie, puis je me suis dit, ben, c'est bien plus cool la recherche en activité physique, en agronomie. Fait que je me suis dit que ça pourrait être une avenue intéressante. Puis c'est aussi là que je commençais justement à faire du triathlon puis du sport plus d'endurance. Fait que, tu sais, c'était vraiment de. Tu sais, des fois, je pense qu'on peut se faire conseiller qu'il ne faut pas nécessairement chercher un emploi qui. Tu sais, que le sport, c'est une passion personnelle, puis il faut trouver un emploi qui te donne de l'argent, puis qui a des conditions, puis tout. Là. Mais à un moment donné, je pense que moi, j'ai choisi d'y aller avec ce qui m'intéressait le plus. Fait que je suis allé en kin sans nécessairement avoir en tête précisément ce que je voulais faire avec ça. Puis avant ça, mettons ton bac en agronomie, est-ce que ton but, c'est justement, tu voulais comme travailler, avoir genre une ferme ou quelque chose comme ça, ou c'était quoi? Ouais, ben, c'était pas non plus si clair que ça. Tu sais, je pense que j'avais même hésité au moment de m'inscrire au bac en agronomie de faire aussi kinésiologie. Là. Fait que, tu sais, déjà là, c'était comme une C'est déjà un idée. peu dans ta tête, OK. Ouais, fait que, tu sais, puis agronomie encore. Dans les deux cas, c'est quand même assez vaste. Là. C'est pas comme mettons, quand tu fais, je veux dire, peut-être que je me trompe, là, mais tu sais, quand tu fais tes soins infirmiers, tu sais, c'est vraiment une job précise. Je pense que tu apprends vraiment un métier, alors que quand c'est des disciplines un peu plus, on va dire, tu sais, qu'il y a plus d'options, je pense que c'est quand même le fun parce que tu n'as pas nécessairement besoin de te commettre sur ben, ça va être ça mon quotidien. Là. C'est vraiment dire, ben, c'est ce domaine-là qui m'intéresse. Après ça, la job là-dedans elle peut être assez différente. Exact, c'est ça que je trouve intéressant. Là, récemment, j'ai parlé à Nicolas Leduc-Savard, qui est nutritionniste sportif, puis justement, je trouve ça un peu intéressant des fois de demander à des gens qui ont fait des études, puis après de voir, tu sais, c'est quoi justement sa vision un peu de comme qu'est-ce que qu'est-ce qu'après les études, il allait faire, puis justement, est-ce que c'est ce que tu t'attendais Mhm. à ça? Toi, mettons, c'est-tu un peu ce que tu attendais à ça? Parce que la kinésiologie, des fois, après, comme tu dis, il y a quand même beaucoup d'options, un peu de choses Ouais. que tu peux faire avec ça. Ben, je sais que quand je faisais vu que je faisais du triathlon, quand j'ai fait mon bac en kin, on dirait que j'avais un peu aussi pas nécessairement un lab de physiologie avec du lactate, mais je pense que c'était plus comme bike fitting qui m'intéressait peut-être à un certain point, je OK? pense. Puis, mais finalement, c'est pas du tout ça que je fais, là. Mais tu sais, je pense que tu sais, je pense que d'offrir un service aux gens pour les aider à mieux performer, c'est déjà un peu ça l'idée à la base. Puis, tu sais, le format que ça allait prendre, ça, je savais pas. Là.
Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que là, tu étais vraiment plus dans le milieu justement du vélo, fait que le bike Ouais. fitting aussi faisait quand même du sens. Puis là, dans le fond, c'est ça un peu, tu offres des services, mais dans le fond, c'est différemment, mais c'est des Mhm. services physiologiques. Puis ta maîtrise, justement, c'était en Suisse. Je me souviens jamais, c'est ça avec Grégoire Millet ou Guillaume Millet, Avec Grégoire Millet, ouais. qui est quand même tu sais, renommé justement Ouais. dans le milieu de l'actuel. Fait que tu étais quand même très. Le Ouais, fit puis on avait était des cours parfait, là. vraiment tu sais, un peu plus spécifiques au trail même. Là. Tu sais, c'était pas tu sais, des cours sur, mettons, environnement extrême, puis là, tu parles du tort des géants, puis tu sais, ma thèse, c'est sur le tort des géants. Tu sais, fait que c'était vraiment comme hyper spécifique à ce qui m'intéressait vraiment en plus. Là. Fait que tu sais, c'était vraiment une belle opportunité pour moi d'aller faire la maîtrise là-bas. Là. C'est ça, de travailler, mais d'étudier auprès tu sais, d'une sommité Ouais. dans le monde, la science du sport, mais plus spécifiquement de l'ultra Mhm. running, c'est quand même très, très cool. Puis je pense que justement, c'est l'endroit où tu étudies, c'était comme en altitude, fait qu'il y avait beaucoup aussi d'études sur l'altitude. Ouais, exact. C'est ça, mon projet, c'était plus axé sur tu sais, la fatigue, puis dans le fond, l'effet de l'altitude, puis de la fatigue sur le pacing un peu en ultra. Là. OK, OK. Puis moi, c'est intéressant parce que tu sais, une des questions qu'on voulait aborder tu sais, plus tard, c'est justement sur la question Mhm, de pacing, puis qu'un auditeur m'a envoyé. Fait que là, d'avoir déjà étudié ça, on pourra en parler. Puis ça, récemment, on entend beaucoup parler un peu de pacing aussi à cause de la victoire de Tom Evans et Woodcroft mhm. à l'UTMB. Ils ont travaillé avec un mathématicien là, qui ont comme aidé à ça. Fait que je pense que ça va être intéressant de discuter un peu plus profondément de ce sujet-là. Euh, mais moi, j'aimerais ça revenir un peu aussi à ton côté un peu plus sportif, justement tes débuts en trail. Puis tu as fait beaucoup de courses. Je pense que j'ai vu tu as participé à ces 4 fois au championnat du monde de trail. Mhm. Tu as fait Arcana, tu l'as fait à plusieurs reprises, plusieurs J'ai pas gros. toujours fini, mais je l'ai fait souvent. Mais puis je pense que tu as déjà participé aussi à la Diagonale des Fous, si je me trompe pas, non? Ouais, ça aussi. J'ai quand même plusieurs DNF sur des courses assez épiques, là. Fait que c'est un peu gênant, là, mais. Mais celle-là, c'est une course que la Diana des Fous, j'avais le goût d'en parler parce que récemment, mais en fait, cette année, j'avais écouté un podcast, puis c'est avec David Hauss, qui est peut-être moins connu dans le milieu de la trail, mais tu sais, très connu. En fait, il a été très connu dans le milieu du triathlon parce qu'il a déjà participé Mhm. tu sais, aux Jeux Olympiques en triathlon. Il vient de la Réunion. Puis là, depuis qu'il a pris sa retraite en triathlon, il fait un peu plus de trail. Mais c'est drôle parce que dans ce podcast-là, il parlait que justement, tu sais, il était un petit groupe en avant, puis qu'il s'était perdu, puis justement, il te mentionnait un peu que tu étais dans ce groupe-là de tête qui s'est perdu. Ça, c'était en quelle année, justement, cette course-là, la C'était Diagonale des en Fous? 2019, fait que juste avant la COVID, là, puis c'était la clinique du coureur avec Blaise Dubois, dans le fond, qui avait vraiment organisé comme on était allé comme une grosse gang de Québécois aller de la Réunion pour la course. Puis c'est ça, au début de la course, avec justement David Oss puis Jordi Gamito, là, l'Espagnol, on s'est retrouvés, on était en avant les trois. Euh, il n'y avait pas d'affaire là, mais tu sais, parti un peu vite. Puis... Mais je pense quand même que le rythme avait un peu ralenti. Là. Il y a beaucoup de monde qui part vraiment super vite dans cette course-là, puis qui mettent les breaks après un peu. Fait que tu te ramasses un peu en avant sans trop le vouloir. Puis après ça, ben, il y avait comme un balisage qui était un peu mal fait. Là. Il y aurait clairement dû avoir des bénévoles dans ce coin-là, parce on s'est comme retrouvé en sens inverse d'un autre parcours, fait qu'il était quand même flagué. Tu sais. Hmm. Fait que là, c'est un peu comme compliqué, là, parce que tu suis quand même des flags, puis à un moment donné, tu fais comme c'est bizarre que ça descende, mais t'es dans ta bulle un peu, fait que, tu sais, puis je pense qu'à un moment donné, il a fallu qu'un des trois comme dise à voix haute, tu sais, c'est bizarre ce guys, là, tu sais, puis après ça, ben, moi j'avais la map sur ma montre, mais pas loadée, parce que ça prenait plus de batterie, je pense, Ouais, de ouais, rouler ouais. avec la map, fait que là, j'ai loadé la map, puis j'étais comme, t'es fuck, là, on est loin. Puis rendu là, vous avez déjà couru quand même pas mal hors sentier, là, si je me Ouais, trompe. on est parti à peu près, ben, pas à peu près, je pense que c'est exactement 1 heure dans le fond, là. Fait qu'on a peut-être, tu sais, je pense qu'on a descendu pendant 20 minutes, puis après ça, ben, il a fait qu'on remonte jusqu'en haut, genre, pour retrouver la trail, puis là, quand on est revenu, on était rendu mid-pack, là, même pas, là. Puis, si je me souviens bien, ça se peut que Davidos, une autre édition aussi, il s'était reperdu aussi sur ce Ah, ça se peut, mais parcours-là. je sais que cette fois-là, il est quand même fini sixième. Là. Fait que, tu sais, je pense que il a réussi à remonter quand même malgré 1 heure de plus au début de la course. Ouais, 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 c'est. Puis, c'est Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Diana les Fous, c'est quoi exactement, mettons, la distance puis le dénivelé? Ben, C'est. je pense que le parcours change un peu, mais c'est un peu comme l'UTMB, là, un genre de 170 avec 10 000. Là.
Puis des parcours quand même, justement, c'est peut-être pas nécessairement les plus bien balisés, puis c'est quand même beaucoup plus, c'est pas comme les parcours comme l'UTMB, là, il y a beaucoup de végétation, c'est quand même Ouais, mais c'est plus. ça, je pense quand même, tu sais, je pense pas que c'était pas si mal que ça, là, le balisage, là. Je pense pas que c'est comme une excuse, là. C'était plus quelqu'un qui avait, je pense, carrément, il y avait comme des balises comme à travers un sentier comme pour bloquer l'entrée, puis quelqu'un les avait coupé, là. Fait OK. que finalement, au lieu de bloquer l'entrée, ça te ramène de chaque côté, puis c'est comme, ben, c'est là qu'il faut aller, ça. Mais en tout cas, tu sais, je pense que surtout maintenant, c'est comme, je pense plus que c'est une excuse aujourd'hui, là, avec les montres là, Ouais, qu'on ouais, a. Je ouais. pense que d'avoir le parcours sur la montre, c'est comme presque ben, pas obligatoire, mais tout le monde devrait l'avoir, là. Je pense que c'est Puis juste maintenant, une. la durée des batteries sont tellement meilleures Ouais, que là, tu peux la exact. run tout le long avec la map dessus, là. Ouais. Fait que je pense que c'est le genre de choses. Ben, tu sais, depuis, j'essaie. Après, je dis ça, puis il y a des courses comme Bromont qui ne mettront pas les GPX disponibles avant la course. Fait que des fois, c'est quand même. Puis c'est rendu un peu, je pense, depuis cette fois-là, on dirait que c'est pas une phobie, là, mais tu sais, tu veux tellement pas que ça réarrive, là. Parce que c'est quand même frustrant quand Ouais, c'est t'avais. Tu sais, ça. même si j'étais parti un peu vite, tu sais, je pense que j'étais en forme, là. Fait que, tu sais, oui, ça m'aurait pas coûté un peu de temps parce qu'à un moment donné, il aurait fallu clairement que je ralentisse un peu. Mais je pense quand même que j'avais des bonnes jambes cette journée-là. Fait que ça a été cool de voir ce que ça aurait pu donner. Puis après, je me suis un peu. Tu sais, je me souviens qu'à la fin de la course, j'avais un peu la cheville qui était enflée. Puis je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est même dans le bout hors track que je me suis foulé la cheville un peu au début de la course. C'était là, se revirait un peu. Là. Hmm. Après, tu te dis, ah, est-ce que ça serait arrivé pareil peut-être, là, mais au final, c'était quand même frustrant comme journée. Mais ça fait partie de la trail quand même. C'est ça, puis dans le podcast, j'avais écouté justement, tu sais, David Ose parlait un peu de le côté, je pense que ça va créer vraiment quasiment, tu sais, un gros down mental. Puis je me souviens pas, Mhm. possiblement que, tu sais, c'est arrivé aussi une autre reprise, puis Ouais, justement après ça, ça a été comme vraiment dur de reprendre la motivation, tu sais, tu sais, des fois, justement, tu sais, possiblement, comme tu as dit, il a fini comme sixième en perdant, tu sais, une heure de ouais. temps. C'est le genre de choses qui est frustrant, puis que là, il expliquait que ça restait dans sa tête, tu sais, longtemps, longtemps après Moi, je ça. l'avais vu au ravito après qu'on est revenu, il était assis puis il parlait à son coach. J'étais sûr qu'il allait DNF. Là, tu sais, puis avec le recul, c'est facile de dire que j'aurais peut-être dû repartir avec lui au lieu J'étais comme complètement, t'es comme tellement frustré que tu essaies de dépasser tout le monde puis de remonter le plus vite possible. Mais tu sais, rendu là, je pense qu'il faut que tu acceptes que tu as perdu une heure puis que tu peux pas bien placer. Là, tu sais. Puis après, c'est ça, d'avoir la frustration, c'est un peu la pire Hmm. chose des fois qu'il peut avoir sur ta gestion d'effort Ah parce non, que c'est là, clair. Là. c'est. Quand tu dépasses du monde, tu sais, c'est un single track, tu dépasses du monde en courant à côté de la trail pour remonter parce que tu es comme un peu en panique. Là, c'est un peu absurde. Là. Puis dans toutes tes courses justement que tu as faites, quand même, la Diagonale des Fous fait partie comme pas mal des courses légendaires. Euh, c'est quoi un peu aussi tes autres courses comme bucket list que tu as pu faire? Puis c'est lesquelles qui te restent justement à faire que tu aimerais Ouais. vraiment faire? Ben, c'est ça, il y a Transcanarie que j'ai fait aussi quelques fois avant de réussir à finir. Ça en était quand même une bonne. Puis après ça, ben, tu sais, je pense que les courses bucket list, j'ai pas vraiment en ce moment des courses que je veux absolument faire, même celles que tu sais, j'ai déjà fait le TMB puis j'ai abandonné à Courmayeur. Encore une fois, là, j'étais blessé avant la course, là, j'avais une côte fêlée, là, fait que c'était pas. C'est déjà bon, je pense, de courir 80 Oh, km ici, là. Mais tu sais, j'ai pas nécessairement l'envie de absolument refaire l'UTMB un jour. Là. Je pense que la course que j'aimerais faire, c'est le Tour des Géants. OK. Ouais. Peut-être pas à court terme, là, mais c'est quand même. Tu sais, j'avais fait ma thèse de maîtrise sur cette course-là. Puis je pense que c'est une des courses. Tu sais, j'ai des athlètes des fois qui à fond, puis c'est, je pense, la course la plus fun à. Même en coaching, là, parce que tu peux carrément envoyer des messages vocaux aux athlètes. Tu sais, je veux dire, ils ont le temps de répondre. Là, tu sais, c'est pas comme à l'UTMB, je pense pas nécessairement que je considérais commencer à faire du coaching tu sais, pendant la Ouais, course. ouais, ouais. Mais le Tour des géants, je suis comme c'est quand même nice des fois de leur dire ah, tu sais, d'après moi, avec le timing que tu as en ce moment, tu devrais dormir à telle place parce que tu sais, le timing est. Tu sais, le soleil va se lever tant de temps après, puis c'est un bon spot, là. Fait que c'est quand même le fun des fois. Puis après, c'est eux-mêmes des fois qui ont des problèmes, puis qui te demandent un peu, tu sais, T'appelles dans le qu'est-ce que fond. tu fais. Ouais. Ou il y a même, oui, avec François Den, il y a même des gens qui communiquent avec une lettre pendant la course aussi. Il y a Ouais, d'autres non, façons de c'est ça. communiquer. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Tour des Géants, c'est quoi la distance, puis environ, mettons, l'élévation ou. Ouais, je pense que ils mettent 330 avec 24 000 mais je pense que c'est plus comme 335 avec 27 000 de dénivelé. Ok, wow. Fait que Fait que, c'est tu sais, comme, c'est ça, ça prend. Tu sais, je pense que les gagnants, c'est comme en 3 jours, je pense ouais, ça là, je pense prend que à le peu record a près. été battu cette année. Il a fait 66 heures, 66, ouais, 66 heures et quelques minutes, là. Fait que, nouveau record de parcours. Fait que c'est ça, une des distances comme ça qui te forcerait justement à avoir justement la gestion aussi
du sommeil ou du manque de sommeil, ça serait quelque chose qui pourrait Ouais, puis c'est con parce que t'intéresser. quand j'ai commencé à faire du trail, on dirait que je m'étais dit la limite pour moi, c'était les courses. Tu sais, je me disais 24 heures. Tu sais, si les meilleurs au monde le font pas en 24 heures, c'est trop long, tu sais, c'est comme pas bon. Puis là, ben, j'ai dit que la seule course que j'ai le goût de faire un jour, c'est le Tour des Géants. Puis ça va prendre au moins, ben, je veux dire, au moins 80 heures, là, je pense. Je pense Ouais, que ouais. pour être proche des meilleurs. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même c'est long, mais c'est quand même quelque chose, je pense, qui peut être. Tu sais, c'est vraiment. C'est ça, c'est que tu rajoutes des facteurs dans l'équation, puis je pense que c'est ça qui est le fun quand on est un peu intéressé par la science du sport. Dans le fond, plus que tu mets de la complexité dans le système, ben, plus que c'est intéressant à essayer de résoudre le problème. Là, tu sais. C'est ça, plus c'est long, plus c'est comme un problème complexe, fait qu'il y a Ouais. encore plus de facteurs à considérer, fait que comme d'un point de vue justement d'un coach Mhm. physiologiste, ça devient comme intéressant à essayer Ouais, de comprendre ça, puis en exact. plus, il a étudié justement pendant ta maîtrise, là. Mhm. Puis par rapport à, tu sais, les gens qui te connaissent ou qui te connaissaient dans le temps, mettons, quand tu débutais le trail running, ils pourraient, mettons, te résumer ou te dire que tu avais un peu une philosophie, de mon impression, un peu similaire à Anton Krupika, très plus, mettons, minimaliste, ou tu sais, comme que tu pèses un peu, tu sais, je me souviens que tu pesais tes gels, tout ça. Est-ce qu'un peu c'est comme ça que tu décrivais dans le temps? Puis est-ce comment un peu ta philosophie du trail running a évolué justement dans les dernières années ou depuis que tu as commencé le trail running? Ouais, c'est clair qu'au début, c'était beaucoup, je pense, la philosophie Anton. La première course que j'ai faite, j'avais des souliers minimalistes, le New Balance, là, parce qu'à l'époque, il était avec New Balance, Mhm. puis genre, pas de chandail, plus une bouteille dans ma main, puis, tu sais, c'était. Ce qui est intéressant, je pense, quand même, c'est malgré le fait que je pense que j'ai toujours été assez minimaliste, j'ai quand même, dès mes premiers ultras, là, on parle de, je pense, 2000, je sais pas, 2014 peut-être, 2013 même. Tu sais, je prenais comme du 90 grammes à l'heure de carbs, tu sais. Fait que ça fait Ok, quand c'est même, intéressant, ouais. ça fait quand même longtemps. Puis, tu sais, des fois, on dirait qu'on est dans l'espèce de mode depuis 1 ou 2 ans. Tu sais, ah, c'est le high carb, le high carb. Puis, ça il me semble que déjà en 2005, les recommandations, c'était de prendre 90 grammes à l'heure quand tu fais des affaires longues. Tu sais. Fait que j'ai comme pas l'impression que. En tout cas, je trouve ça un peu surprenant que ça ait pris autant de temps aux gens de catch-up. Là, oui, maintenant, c'est rendu que des gens qui font beaucoup plus que ça. Mais je pense qu'en trail et en course à pied, on n'est pas nécessairement non plus, à part peut-être David Roach. C'est pas comme le triathlon, on est rendu comme vraiment. Puis en vélo, je pense qu'on est rendu beaucoup plus haut. Je pense qu'en course à pied, on est encore sur des quantités qui sont peut-être plus proches de ce qui était recommandé il y a quand même relativement longtemps. Là. Fait que ça, early on, tu avais déjà un peu justement cet aspect-là de quand même, Ouais. bien que tu avais le côté minimaliste des niveaux du soulier Ouais. puis peut-être de l'équipement que tu apportais durant tes trails, tu avais quand même le côté plus quand même maximaliste ou scientifique Ouais. justement de consommer quand même pas mal de glucides. Puis comment ça a justement évolué Ouais, ben depuis. c'est ça. Je pense que j'ai quand même pris un peu la vague comme tout le monde. Puis tu sais, là, je sais que je peux quand même assez. Tu sais, 120 grammes à l'heure, ça rentre quand même assez bien. Euh, Peut-être pas pour une race au complet complet, mais je suis quand même capable d'aller là facilement d'habitude. Euh, Après, c'est de voir un peu c'est comment qu'il faut ajuster selon tu sais, les conditions. Puis peut-être des fois, justement, les courses de nuit, est-ce que c'est mieux de prendre un peu moins la nuit, capable de prendre plus le jour? Tu sais, je pense que des fois, c'est bon de trouver un peu c'est quoi sa limite qu'on tolère bien, puis à partir de là, d'ajuster un peu selon le ressenti, puis quand même de pas non plus. Tu sais, le but, c'est pas de manger le plus de carbs, c'est quand même d'aller le plus possible. Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est. En tout cas. Ouais, c'est en fait, justement, récemment, il y avait une entrevue de Anton Krupika comme Single Track Mhm. Podcast à l'UTMB, dans le fond, là, parce qu'il était supposé de le faire avant de se blesser. Puis justement, il parlait de ça, qu'il avait quasiment l'impression que comme de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est quasiment un concours de qui est capable de manger le plus de carbs. Puis c'est comme Ouais, les gens, ils se vendent de ça versus, mettons, les carbs, mais c'est ton fuel pour pouvoir performer. Mais le but, c'est Mhm. de pouvoir courir le plus vite possible, dans le fond. Là. Ouais. Le but n'est pas de consommer le plus de Ah, glucides. Il c'est faut ça. trouver c'est quoi l'objectif réel. Là. Mais il reste quand même que c'est ça qui fait, je pense, que les performances, juste en training aussi, là, la récupération, puis tout, quand t'en prends plus, ça aide quand même beaucoup. Là. Exact. Puis justement, ça nous amène un petit peu à un de les premiers sujets, là, justement, par rapport à justement l'importance des glucides pendant une épreuve d'endurance, ultra-endurance. Puis je trouve ça intéressant, justement, ta perspective, que ça faisait quand même très longtemps, justement, que tu avais quand même un apport en glucidique quand même très, très élevé. Puis on a quand même vu, je pense que justement, c'est comme tu dis, les recommandations étaient là plus tôt, mais c'est récemment que je pense que
l'industrie alimentaire a catch-up pour pouvoir faire des produits qui nous permettent justement de consommer le 100, 120 grammes à l'heure, tu sais, des Mhm. produits, tu sais, des gels un peu plus liquides, Ouais. des boissons encore plus, tu sais, très riches en glucides. Es-tu un peu d'accord avec ça ou tu penses que même Ouais, quand c'était après, tu comme sais. possible ou... Je veux dire, tu mets du sucre blanc dans de l'eau, puis ça le fait aussi, là. Je veux Ouais. dire, faut pas non plus, faut pas non plus capoter avec les. Tu sais, en tout cas, je sais qu'en vélo, moi, c'est beaucoup ça que je fais, là. Je mets du sucre dans de l'eau, puis si je veux mettre un peu de goût, je mets une capsule exacte, ou je mets même un peu de jus de citron, là. Tu sais, y a pas, c'est pas super compliqué, là. Après, c'est sûr que peut-être que c'est plus facile de digérer des produits plus des faits pour ça, là. Fait que c'est sûr qu'en compétition, j'essaie généralement d'avoir des vrais produits de nutrition sportive, mais à l'entraînement, tu sais, du sucre dans de l'eau, là, puis quand ça coûte 2 piastres le kilo, 2 piastres pour 2 kilos de sucre, ou peut-être que c'est même moins que ça, là, c'est quand même dur à battre en termes de prix, là, tu sais. Ou même, c'est ça, en fait, moi, des fois, en fait, moi, je prends le chronolitre de chrono, mais souvent, je le pimpe, je me suis acheté genre un 2,5 kg de malto, là. En fait, je Ouais, pense que c'est peut-être toi qui m'avais suggéré ouais. cette marque-là, puis tu sais, c'est vraiment le 100, mais pour 50 grammes, mettons, de glucides de maltodextrine, ça revient vraiment, vraiment pas très cher, puis ça permet justement d'avoir un mix quand même intéressant. Fait qu'il y a des façons, justement, de Mhm. s'alimenter high carb sans que ça coûte justement tu sais, extrêmement, extrêmement cher. Puis comme tu dis, tu peux un peu pimper tes produits, là, soit en ajoutant des glucides à un produit qui contient déjà des glucides électrolytes ou comme tu fais dans le fond, tu prends des glucides, mais ajouter justement une capsule effervescente qui Ouais. contient du goût, puis mais une saveur et des électrolytes, là. Ouais, puis c'est un peu ça, je pense, peut-être l'élément que je n'ai pas encore optimisé, c'est clairement les électrolytes, là. Puis c'est ça, je pense, qui est peut-être la prochaine un peu tu sais, frontière, là, parce que c'est ça que là, c'est l'inverse, là. Je pense que même si on dit que les recommandations pour les carbs, ça fait quand même longtemps que c'est là. Puis même les premières études sur le 120 grammes à l'heure, ça doit quand même faire quelques années aussi, là. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est à quel point les recommandations pour le sodium. Puis encore aujourd'hui, la littérature scientifique, ça dit qu'il n'y a pas de lien entre les crampes et le sodium, puis que finalement, tu sais, les recommandations sont quand même. C'est pas des énormes quantités, là, si je ne me trompe pas, c'est comme 500 à 700 mg par litre de liquide qu'on devrait. Tu sais, 500 à 700 mg de sodium par litre de liquide qu'on boit pendant l'effort, c'est comme ça qui est recommandé officiellement, mais ça date, tu sais, c'est basé sur des papiers qui datent de 94, je pense, tu sais, fait que fait quand même longtemps. Puis quand tu lis un peu là-dessus, ben, tu te rends compte que c'est beaucoup plus pour prévenir l'hyponatrémie que pour optimiser la performance. Puis Fait que pour ça, des fois, j'ai l'impression, euh, quand tu regardes, mettons justement les réseaux sociaux, puis des fois, tu sais, il y a des compagnies qui font des posts sur les réseaux sociaux de la quantité, mettons que leurs athlètes ils prennent mhm, de sodium, c'est tout en haut c'est de 1000 ça. mg de sodium à l'heure, même j'ai vu des 1500. Mais après, quand tu parles justement, tu sais, comme tu sais, mais Régoulet ou Hoffman, c'est des Ouais. gens qui sont vraiment dans ce domaine-là, tu te dis, est-ce que, puis après, tu sais, on dirait que plus tu vas deep, tu sais, plus tu connais vraiment ce sujet-là, puis tu as Mhm, étudié vraiment le sujet sur les électrolytes, le sodium, plus tu réalises qu'on sait pas exactement ce ouais. qu'on fait ou qu'est-ce qui est vraiment la recommandation nécessaire. Puis possiblement que justement, ces athlètes-là qui prennent le 1000, 1500, ils prennent ça parce que leur commanditaire leur dit, ah, c'est ça qu'il faut. Mais est-ce que, Ouais. des fois, tu te demandes qui est réellement en avance sur l'autre? C'est-tu, mettons, l'industrie Mhm, alimentaire qui connaît quelque chose qu'on ne sait pas? Ou au contraire, tu sais, ils recommandent juste ça parce que, sans avoir nécessairement des données probantes, parce que techniquement, on dirait qu'il n'y a pas nécessairement de données probantes qui peuvent expliquer les hauts taux de sodium, mettons, qu'on peut voir. Tu sais, par exemple, ouais. c'est ça, c'est plus Fusion Hydration là, qui montre justement Mhm. pendant Western State, euh, Ouais, le puis c'est ça. gagnant, c'était comme, ouais. Puis d'après les valeurs, c'est clairement, ils veulent essayer de remplacer pratiquement tout ce qu'ils perdent, là, tu sais. Puis, encore une fois, la littérature, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que dans la science, tu sais, il n'y a pas vraiment, il y a une étude, là, puis c'est justement l'étude que Precision Hydration va tout le temps citer dans leur blog, là, tu sais, qui montre que finalement, si tu as un plan de supplémentation en sodium précis basé sur tes pertes, ben, tu vas augmenter ta perte sur un demi-Ironman, là, tu sais. Fait qu'il y a comme une étude qui est vraiment, tu sais, qui a montré des effets quand même assez bénéfiques, mais tu sais, c'est une étude qui a quand même des limites, là, puis c'est pas une étude qui devrait nous dicter tout ce qu'on fait. Mais en même temps, juste basé là-dessus, quand tu te rends compte qu'ils ont pris une quantité de sodium qui est beaucoup plus élevée que les recommandations, ben, c'est là que tu te dis, ben, peut-être que le problème des études qui montrent qu'il n'y a pas de lien entre les crampes et le sodium, c'est que les quantités de sodium que les gens prennent sont plus passées pour avoir un effet réel anyway, là, tu sais. Je Ouais, pense c'est que. ça, parce que je pense pas qu'il y a des études justement comme. Parce que les concentrations qu'on voit que certains athlètes vont Mhm. prendre là,
en haut de 1000 puis justement jusqu'à Ouais. 1500 milligrammes. En fait, j'ai pas nécessairement vu des études qui allaient jusqu'à ça. Fait comme tu dis, si tu compares pas du tout de sodium versus 300 ou 500 milligrammes de sodium, puis si ça a un effet sur les Ouais, c'est crampes, ça. Ouais. peut-être qu'il va pas avoir d'effet, mais il n'y a aucune étude justement, ou en tout cas Exact. pas à ce que je sache, qui ont testé justement jusqu'à 1500 milligrammes de sodium. Fait que c'est quand Ouais. même un sujet qui reste encore à étudier encore plus, puis on ne sait Ouais. pas tant de choses que ça, là, ouais. Puis je sais que Perseverance Admission, je pense qu'ils ont collecté quand même des données pendant Western State là, pour faire au moins un case study. Là. Fait que il devrait y avoir quand même des données qui sortent. Là. Puis, tu sais, je pense, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs athlètes là, dans le top 10 là, qui étaient avec eux. Fait que, tu sais, si on est capable d'avoir tu sais, un multiple case study avec plusieurs athlètes, puis d'avoir des liens un peu. Parce qu'au final, tu sais, je me dis tout le temps, tu sais, même si tu sais, il y a les crampes, c'est une chose, mais après ça, c'est quand même la performance le plus important. Là. Fait que, tu sais, même si ça n'a pas d'effet sur les crampes, tu sais, est-ce qu'on est capable de maintenir le volume plasmatique, puis après ça, justement, améliorer, on peut dire la résistance à la fatigue, améliorer la performance sur un ultra. Là. Fait que je pense que c'est plus là qu'il faut regarder peut-être que sur l'effet sur les crampes, mais clairement, tu sais, je pense que le sodium pendant les épreuves d'endurance, c'est peut-être l'élément où la pratique puis la science est le plus loin. Puis je suis pas sûr que c'est parce qu'on fait n'importe quoi en pratique. Là. Je me demande des fois si c'est pas parce que la science s'est un peu trompée dans ses questions de recherche qu'on n'a pas fait les bons devis. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que justement, là, on s'en était parlé après le QMT cette année, un peu la question de sodium. Puis c'était une des courses que justement j'avais réalisé que j'avais pas assez pris de sodium. Il a même fallu que je prenne, tu sais, j'avais emprunté, j'avais demandé à quelqu'un sur le parcours dans le ravito, genre des capsules de sodium parce que Mhm. j'ai réalisé que je pense que j'étais justement en hyponatrémie, puis c'est la première fois que ça m'arrivait. Puis là, c'est là que j'ai vraiment eu un peu cette réalisation-là de comme possiblement que peut-être j'en prends pas suffisamment, bien que comme j'en prends quand même des bonnes quantités. Mais c'est là, puis de plus en plus justement avec ces données-là qui sont disponibles sur les réseaux sociaux de, tu sais, comme Mhm. même Precision Hydration, justement, je pense que les deux premiers sont commencés par cette compagnie-là, puis ils montrent leurs données, puis c'est tout justement en haut de Ouais. 1000 milligrammes pratiquement constant. Ça te fait réaliser que possiblement, tu sais, peut-être qu'il faut Tu sais, tester ça, tu ouais. sais. Puis leur calculateur aussi te donne des valeurs à citer. C'est vraiment comme si le but, c'est vraiment que tu remplaces ce qu'il y a dans la sudation. Puis tu sais, la question, c'est est-ce que c'est grave d'en prendre trop? Tu sais, je pense que le risque d'hypernatrémie est quand même assez minime. Là. Généralement, si tu prends trop de sodium, tu as soif puis tu bois. Là. Fait que tu sais, c'est peut-être pas nécessairement comme un si grand problème d'en prendre un petit peu plus que ce qu'on perd. Mais c'est clairement, je pense, un des aspects qui, à mon avis, là, peut-être qu'on va avoir plus de réponses dans les prochaines années, là, des évidences scientifiques pour un peu backer ce qu'on fait finalement. Là. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme, ils font pas juste prendre beaucoup, beaucoup de sodium, mais ils consomment, mais ils ingèrent quand même une bonne quantité de liquide à l'heure. C'est Mhm. sûr que c'est une course qui fait très chaud, donc c'est important de boire beaucoup. Mais c'est quand même, tu sais, pour n'importe qui a fait un ultra, tu sais, prendre quand même, essayer de prendre plus que un litre de liquide à l'heure, c'est quand même quelque chose qui est, difficile d'un point de vue d'être capable de bien prendre ce liquide-là, l'absorber, mais aussi c'est quand même un enjeu un peu aussi de, comme, de logistique, là, d'être Ouais. capable d'avoir ce liquide-là. Tu sais, il n'y a pas tout le temps plein de ravitaux. Fait qu'est-ce que tu pars avec 1,5 litres ou peu importe. Tu sais, c'est des Mhm. choses à penser pour être capable de prendre cette quantité-là de liquide importante, là. Ouais, puis c'est là qu'encore une fois, le débat entre boire à sa soif puis boire de façon programmée que je pense. Mais je pense quand même qu'il y a de la place à faire de quoi un peu entre les deux, finalement, là, d'avoir de prévoir une quantité minimale de liquide à prendre, puis après ça, de l'ajuster selon sa soif, là, tu sais. Puis je pense que juste le fait de prendre beaucoup de sodium puis prendre beaucoup de glucides, ça va faire que tu vas consommer plus de liquide de toute façon, là. À mon Exact, c'est avis, ça, en comme tout tu cas. disais, c'est de prendre beaucoup de sodium, ça te donne le goût d'avoir, t'as vraiment soif, fait que Ouais, tu bois plus, fait que c'est comme un des bénéfices justement de exact. ça. Puis, justement, tu sais, ton étude si tu disais le ad libitum versus boire Mhm. à sa soif, puis même si tu veux en fait, boire de façon planifiée versus boire à sa soif ou ad libitum, veux pas, même si tu bois ad libitum, quand tu fais un ultra, il y a quand même des choix de comme tu pars avec quelle quantité de liquide, tu vas Ouais, prendre quelle quantité à chaque ravito. Fait qu'il y a quand même une partie qu'il faut que tu planifies. Puis inversement, même si c'est comme tu veux boire de façon planifiée, il y a quand même une certaine gestion comme après une ouais. certaine quantité d'heures, c'est dur de suivre à 100% le plan que Ouais, puis c'est dur t'avais, là. d'estimer d'avance un peu le taux d'oxydation, là, parce que selon l'intensité, les conditions vont changer aussi, fait que c'est pas facile. Puis je pense, tu sais, au final, entre elles, je pense que c'est extrêmement rare dans toutes les courses que j'ai faites que j'ai pris plus qu'un litre 32 ravitaux, là.
Fait que c'est con, là. Ils peuvent être super loin, ils peuvent faire super chaud, mais prendre plus qu'un litre, on dirait que psychologiquement, avoir plus que deux flasques pleines, t'es comme, ben là, ça commence à faire beaucoup, tu sais. Fait que c'est un peu. Des fois, c'est juste de se dire, ben, quand tu sais que tu as un long bout à faire avec seulement un litre, ben, c'est de boire un peu plus au ravito avant, puis un peu plus au ravito après. Puis dans les cas vraiment extrêmes, d'en prendre un peu plus. En tout cas, quelqu'un à la vitesse où moi je vais, puis toi tu vas, plus que 1,5 litres entre deux ravitaux, c'est quand même assez rare que ça. En tout cas, pour moi, ça, je pense que j'ai jamais fait ça, là. C'est ça, en fait, moi, cette année, en fait, ma priorité, c'est vraiment tu sais, l'hydratation pour Mhm. l'ITH 125 parce que j'avais un problème d'hydratation Ouais, l'année d'avant. Fait que c'est la première fois que je partais. En fait, j'avais deux gourdes de 600 ml plus une ouais. gourde de 500 puis que je Mhm. les finissais tout le temps entre chaque. Ben, Ouais, j'essaie de le finir le plus possible. Puis je réalisais que, comme, même à ça, je trouvais que, justement, je trouvais que j'avais beaucoup de poids avec moi, mais que ouais. même à ça, j'en avais pas trop nécessairement. Fait comme. Non, c'est ça, ouais. Mais comme tu dis, dans le fond, c'est qu'après, plus que ça devient comme compliqué à transporter, là, parce que ça prend quasiment une place en arrière du sac pour la mettre, là. Je sais qu'il y en a qui mettent la flasque dans le carquois à bâton. C'est quand même intéressant, Ouais. ouais. Un truc intéressant, je pense, hein. Ouais. Puis là aussi, ça, c'est comme les réalités d'une course où il y a quand même plusieurs ravitaux, mais là, si tu vois comme un challenge comme étant, par exemple, ce que Kylian Jornet fait en ce Mhm. moment, tu sais, là, après, c'est comme il y a plein d'autres types de courses, ou même, c'est une course comme tu parles, le Tour des Géants, qu'il y a sûrement pas autant de ravitaux qu'à l'UTMB ou d'autres courses comme ça, il y a encore plus de gestion Mhm. de, li- de liquide nutrition qui devient plus complexe, puis même si tu as une stratégie que tu veux, des fois, la réalité est que tu vas peut-être manquer un peu de liquide, là, ou de. Ouais, clairement. Puis pour venir un peu à, ça me fait un peu penser justement pour le sujet là, qu'on parlait avant des glucides, que tu sais, après justement d'adapter un peu, tu sais, s'il fait plus chaud, mais c'est sûr que tu vas boire beaucoup plus, s'il fait un peu plus froid, tu vas boire moins. Puis de côté, par exemple, si on fait la comparaison aux glucides, que j'avais trouvé intéressant, tu sais, puis j'en avais parlé dans un podcast que j'ai fait récemment, c'est la- Kylian Jornet qui a parlé un peu de sa stratégie de nutrition pendant le Winston State, qui avait une stratégie un peu en différentes phases, que la première phase, il avait quand même consommé tu sais, pas mal de lipides, un mix 50% lipides, 50% glucides. Puis en fait, c'est ça qu'il continue à faire en ce moment tu sais, avec Mhm. son épreuve là, de plein de sommets. Puis je pense même qu'il met de l'huile. Il a mis une image récemment sur Instagram qui met de l'huile dans sa flasque de liquide. Puis après, tu sais, il y a d'autres sections de Western State que là, il allait quand même prendre un 110 grammes de glucides, mais ça variait vraiment un peu selon le type, la portion du parcours. Fait que Ouais. je trouvais ça quand même intéressant, qui était comme un peu l'opposé un peu de la stratégie, par exemple, d'un David Roach, qui là, il Mhm. va prendre quasiment tout le temps, tu sais, je sais pas exactement, le métier visé autour de 120 grammes ou plus, je sais pas exactement, ou tu as un peu l'entre-deux de Tom Evans, Woodcroft, que sont nutritionnistes, qui ont le même nutritionniste, puis eux, ils disaient qu'ils variaient vraiment en fait la quantité de glucides qu'ils prenaient selon le moment, puis des fois ça allait être peut-être à 120, 110, mais parfois ça diminuait à 80 selon un peu le parcours, la section du parcours. Fait que moi, je suis curieux un peu de savoir un peu Ouais. ton opinion là-dessus. Je sais que le sujet de Kylian Jornet, ça l'a fait quand même pas mal jaser, Mhm. là. Ben, j'ai écouté le podcast que tu as fait, là, c'est quand même assez intéressant. Puis, tu sais, je pense que le problème avec Kylian, c'est que ben, tu sais, il a fini troisième. Fait que à quel point, en fait, ça a bien fonctionné, là? C'est un peu ça la question aussi, là. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il a fini troisième en closant vraiment fort. Puis il a pris 110 grammes de carbs à l'heure sur la fin pour au début. Est-ce qu'il aurait pris 110 grammes de carbs à l'heure dès le début, il aurait gagné peut-être, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, C'est ça qui est fait que je difficile à pense savoir. que. Puis, tu sais, j'ai l'impression que lui, sa théorie, c'est plus quand il prend plus de gras, c'est meilleur pour son confort digestif. Ben, OK, peut-être, mais en même temps, théoriquement, sur une épreuve comme ça qui dure pas plus qu'une journée, ben, de prendre des lipides, c'est pas nécessairement. T'es aussi efficace, même c'est sûrement plus facile de prendre tes lipides que tu as stockés dans ton corps que de prendre ceux que tu manges, parce que ceux que tu manges, il faut que tu les absorbes quand même au niveau de la digestion, là, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que dans le cas de Western State, ça me semble pas être une stratégie si intéressante. Sauf si évidemment il sait que s'il prend 110 grammes à l'heure de carbs, ben, il va avoir de la misère à s'alimenter après 5 heures. Mais en même temps, je pense que des fois, les athlètes ont de la misère à prendre beaucoup de carbs à l'heure pendant l'exercice. C'est peut-être aussi parce qu'ils n'en prennent pas assez des carbs en dehors de l'exercice, là, tu sais. Fait que là, je sais pas c'est quoi son alimentation quotidienne, mais quelqu'un qui mange plus de gras va aussi avoir plus de difficulté à absorber les glucides, même tu sais, à l'exercice ou pas. Il y a quand même des transporteurs, je pense, de glucides vont quand même s'adapter à l'alimentation quotidienne aussi, là. Fait que des fois, je me dis, ben, quelqu'un qui
est pas à l'aise à manger beaucoup de grammes de carbs pendant un effort, ben, c'est aussi parce qu'elle mange pas assez en dehors, là, tu sais. C'est Fait ça, que, dans le sens que, tu sais, tu sais, si elle fait du gut training un peu comme ça, c'est comme c'est David ça, tu Roach, sais, tout je le vais temps pas dire s'adapter, que. peut-être ça aurait Ouais. pu marcher. Ce qu'il a fait durant Ben, la dernière section, peut-être ça aurait pu possiblement marcher tout le long, dans le fond, là. ça, je vais pas dire à Kylian quoi faire, là, mais en même temps, je me dis, tu sais, oui, il a fini troisième, puis oui, c'est quand même une bonne performance, mais quand tu regardes vraiment la course, tu regardes les splits, il était clairement plus fort à la fin qu'au début, puis c'est à la fin qu'il mangeait plus de carbs, tu sais. Puis si on se dit, mettons qu'il a fait un bon pacing, puis que son VO2 est steady tout le long, ben au début, ça lui prenait plus d'oxygène pour brûler ses lipides, que ça prend plus d'oxygène pour les lipides que les glucides, fait qu'au final, il était un peu moins efficace au début de la race qu'à la fin, juste à cause de ça, là, tu sais. Puis mais l'autre côté de la médaille, c'est que possiblement, s'il avait essayé le 110 grammes, peut-être justement à la fin, il y aurait eu des troubles au ventre. Mais c'est aussi une autre option, c'est que peut-être que prendre pendant toute la durée d'un 160 km, mettons 110 grammes en gel, ça marche moins bien, Mhm. mais que peut-être justement au début, il pourrait avoir quand même une quantité élevée de glucine, mais peut-être parce que là, son estomac il est un peu plus. Ça fait moins longtemps qu'il court, fait que là, Ouais, peut-être qu'il peut utiliser un mix un peu plus, tu sais, un peu une portion gel, une portion purée, une portion un peu plus solide. ouais, Puis le plus ça s'en vient, plus ça continue, plus il va juste avec des liquides ou des gels ou varier un peu ouais. ton type de glucine plutôt que juste garder, mettons, la quantité de glucine que tu prends à l'heure. Ben, ça me semble quand même particulier de dire que c'est plus facile pour lui d'absorber du gras que d'absorber des carbs, tu sais, pendant une race. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est quand même particulier, je pense, comme statement, là. Je suis pas Exact, parce que nutritionniste, là, n'importe mais il me qui, semble en que fait, de l'huile d'olive en début de race, je pense pas que pour moi, c'est un plan pour que j'aille vite tu sais, que je sois capable de prendre beaucoup de carbs à la fin, là. mais justement, comme moi, mon étude de maîtrise, c'était par rapport à l'effet de manger des lipides versus des glucides sur l'oxygénation musculaire. Fait que là, il fallait que je conçois des gels avec des lipides. Fait que là, c'était comme un mix d'huile MCT avec un Mhm. genre de gel avec des noix de macadam. Puis, tu sais, les gens aimaient pas ça non plus, là, tu sais, en termes de Ouais. goût. Puis, tu sais, c'est sûr que t'es pas habitué. Fait que mais je pense que c'est ça. Pour ça, que c'est intéressant de parler de ça parce que on, d'avoir des exemples de gens qui performent quand même à un haut niveau, mais Mhm. extrêmes qui changent un peu de ça. C'est toujours intéressant de voir est-ce que lui a trouvé quelque chose différemment ou c'est juste sa particularité à lui puis ça va pas marcher Ouais. à d'autres Ah, personnes. c'est Puis... ça. Puis après, c'est autre chose qu'il fait en ce moment parce que là, c'est un effort qui dure des jours et des jours. Puis là, à un moment donné, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de réserve de lipides pour faire tu sais, l'intensité qu'il veut faire pendant ces jours-là. Là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une différence entre faire un ultra comme Western Side d'une journée puis ce qu'il est en train de faire en ce moment. Là. Je pense que ce qu'il fait en ce moment, c'est d'être capable de manger le plus de calories possible. Puis là, ça se peut que de prendre une portion de ça plus en lipides, ça peut quand même faire une différence, là. Exact. Puis c'est pour ça aussi qu'un un peu quelqu'un qui va faire, par exemple, un ultra, le même ultra, par exemple, Leadville, que David Roach, tu sais, s'il va faire en 10-12 heures de plus, peut-être que d'utiliser exactement la même stratégie que quelqu'un Mhm. qui le fait, c'est justement quasiment 2 fois plus vite que toi, peut-être ça va pas nécessairement marcher, puis il faut s'adapter un petit peu, puis des fois, plus c'est long, plus des fois ça vaut la peine de tester, avoir peut-être d'autres Ouais. aliments aussi, là, parce qu'après un certain temps, peut-être tu peux être tanné de Ouais. prendre juste des gels, là. Ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est de voir le truc à l'envers aussi. Là, je pense que c'est de commencer avec autre chose puis finir avec les gels, là. Parce que je pense que si des fois, quand le système digestif est peut-être plus sollicité, les gels, c'est quand même le truc théoriquement qui s'absorbe le plus facilement. Fait que de commencer avec de la vraie bouffe puis finir avec des gels, peut-être qu'au final, c'est plus logique que de dire je commence avec des gels puis quand je finis, je mange de la vraie bouffe, tu sais. C'est ça, c'est un point vraiment intéressant, là, parce que je pense que si. Puis ça serait vraiment intéressant de savoir, là, par exemple, mettons à l'UTHC Mhm. 125, de voir qu'est-ce que les gens avaient réellement prévu prendre. Puis, tu sais, par rapport aux gens qui avaient prévu prendre des gels tout le long de la course, à partir de quand, là, ça a changé, puis on commençait à prendre un peu d'autres Mhm. produits qui donnaient sur le parcours un peu, mais que possiblement, comme tu dis, de faire l'effet inverse, de savoir que si à chaque course que tu fais, tu as la difficulté à tout le temps prendre juste des gels, mais possiblement qu'au lieu de, après le trois quarts de la course ou le deux tiers de la course, là, tu changes complètement ta stratégie, puis là, tu prends plein d'autres produits, mais tu inverses ça, puis tu pars en prenant plus de variétés de produits, puis là, tu finis Ouais. avec juste des gels. Tu le planifies d'avance, peut-être c'est une meilleure stratégie. Ah, J'avais pas puis vraiment après, pensé à ça, là, ouais. je pense que théoriquement, c'est quand même possible de prendre plus des gels, là, tu sais. Puis je pense que souvent, on peut se tanner de prendre quelque chose, mais la réalité, c'est que c'est quand même rare que tu n'es juste pas capable, là, tu sais.
Ouais, c'est ça, le côté psychologique est là, C'est mais ça. après, Je pense qu'il faut être discipliné aussi, puis être capable de, tu sais, se dire, ben, c'est l'heure de prendre mon gel, je prends mon gel, là, tu sais, puis c'est pas. Souvent, en tout cas, moi, à ma connaissance, puis même les athlètes que j'entraîne, c'est quand même rare que les gens, tu sais, comme, quand tu vises un 80, même 90 grammes à l'heure, c'est rare qu'il y ait des problèmes, je pense. puis comme tu dis, c'est ça, c'est un de s'entraîner, puis deux, le Ouais, côté un peu être assidu, un à exact. l'entraînement de l'entraîner ça, mais aussi pendant la course, même si Mhm. ça tente pas, mais là, quand même, tu sais, à moins que tu aies vraiment mal au ventre, là, mais si c'est juste une question d'un point de vue, ah, ça tente pas de prendre un gel, mais Parce qu'à un tu moment le donné, ça prends tente pas quand de même. courir non plus, mais tu cours pareil, tu sais, fait que Ouais, exact. c'est- Puis ça m'amène à un autre sujet qui est un peu. Puis justement, j'en ai parlé un petit peu justement dans mon dernier podcast avec Nicolas, mais j'étais quand même curieux de t'en parler, qui était un peu justement la consommation de protéines pendant un ultra. Je sais qu'il y a comme tu sais, justement NAC, qui est comme le commanditaire l'UTMB. Ils ont certains produits qui ont Mhm. des protéines à l'intérieur. Puis tu sais, c'est une compagnie qui sont vraiment axées beaucoup sur les ultra-marathons. Puis justement des épreuves très 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 longues. Fait qu'un peu justement, c'est quoi la place justement de prendre des protéines durant des longues épreuves comme ça? Est-ce que c'est juste d'un point de vue de satiété que ça devient intéressant ou il y a d'autres avantages qui. Ben, je serais curieux de voir la réponse de Nicolas là-dessus. Là. Il est sûrement mieux placé que moi pour répondre à ça. Mais tu sais, je sais que les études que moi j'avais vues, c'était de dire que tu sais, si tu prends, si tu compares 60 grammes de glucides à 60 grammes de glucides plus 20 grammes de protéines, tu es aussi bien de prendre des protéines. Mais si tu compares 60 grammes de glucides plus 20 à 80, dans le fond, de dire ben, tu prends que des glucides ou tu fais l'équivalent calorique qui contient des protéines, ça revenait au même. Là, tu sais. Au final, ta protéine, tu vas la brûler, faire de l'énergie pareil, de toute façon. Tu sais. Mais après, la question, c'est est-ce que sur des efforts vraiment plus longs, parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, si je fais une course de 24 heures, je ne mangerai pas de vrais repas peut-être. Est-ce que le fait de ne pas manger des protéines pendant cette journée-là, ben, ça fait que ça nuit à ta récupération peut-être? Est-ce que ça nuit à la performance ce jour-là? C'est ça qu'on sait un peu moins, je pense. Là. Et après ça, je ne sais pas non plus, il y a des études vraiment sur ce que même sur la récupération, je ne sais pas s'il y en a. Mais ça fait du sens, j'imagine, de se dire, ben, si tu fais une épreuve qui va durer 24 heures, que là-dedans, tu vas skipper des repas, fait qu'il faut que tu manges des protéines pendant juste pour avoir une alimentation plus équilibrée. Mais je ne sais pas si c'est de la littérature scientifique là-dessus. Puis après, tu sais, l'autre aspect, c'est vraiment plus l'aspect de je veux manger comme de la vraie nourriture. Puis là, c'est là que c'est le fun. Des fois, moi, je pense qu'on a d'avoir tu sais, soit un peu de la vraie nourriture au ravito, des repas ou même une barre de protéines, quelque chose d'un peu plus consistant. Mais encore une fois, tu sais, c'est pas nécessairement. Tu sais, je pense que c'est plus une question d'envie. Là. Tu sais, si tu as faim, de manger une barre qui contient un peu de lipides, un peu de protéines, ça peut quand même faire du bien. Puis moi, quand je le fais, je sais que j'essaie de quand même dire, ben, je prends mes grammes de glucides à l'heure pareil. Fait que, tu sais, si je prends une barre de. Tu sais, si je remplace un gel de 40 grammes de glucides par une barre qui a 40 grammes de glucides, puis on va dire 15 grammes de protéines, ben, ça compte quand même pour 40 grammes de glucides. Là, tu sais. Exact, tu réduis pas ta Ouais, quantité de glucides parce que exact. tu prends tes Ouais, protéines. C'est comme un plus dans le fond, là. ouais. Je Mais pense comme que je te c'est ça, il y a dis, je pense que Nicolas va mieux répondre à ça que moi parce qu'il a plus d'expérience, je pense, à faire des plans d'alimentation avec des athlètes. Là. Mais je sais que moi, ce que j'avais vu, c'est que vraiment, du moins pour les efforts qui sont des durées comme, on va dire, raisonnables, là, ben, c'est mieux de prendre plus de glucides que de prendre des protéines. En tout cas, ça revient au moins au même. Puis après, les produits, tu sais, ça dépend des produits. Là, je pense que moi, je sais que NAC, ça passe quand même assez bien. Là. Avant, il y avait, je pense, Oversim qui en faisait un, que c'était plus comme de la whey qu'ils mettaient dedans, là, ou comme ça. Là. Ça, c'était un peu moins intéressant, je trouve. Là. Mais après, c'est une question de. Tu sais, quand on est capable de bien l'absorber puis qu'on n'a pas l'impression que ça nous nuit, ben, ça peut faire partie là, du plan quand même, je pense. Là. C'est ça, puis comme tu dis, des fois, c'est pas nécessairement parce que ça aide la performance, mais il y a un certain aspect que, comme justement, c'est comme si tu as rendu Ouais. quand tu fais un ultra en 30 heures, mais tu as quand même manqué plusieurs repas, fait que des fois, tu as comme Mhm. le goût d'avoir quelque chose, puis il y a quand même un point que, vu que tu as manqué quand même plusieurs repas, d'avoir peut-être, tu sais, un petit peu de Ouais. protéines, ça peut pas nécessairement nuire. Tu sais, la Euh, question des fois, c'est est-ce que sur un effort d'ultra de 20 30 heures, est-ce que ce qui favorise la récupération va aussi favoriser l'effort à la fin de l'épreuve? Parce que finalement, c'est comme si ben, c'est pas de la récupération, mais c'est finalement de réduire les dommages. Là, tu sais. Fait que est-ce que de prendre des protéines sur un ultra, c'est quelque chose qu'il faudrait faire? Mais je pense pas qu'il y ait tant d'études là-dessus. Là. Mais quand même, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi manger ce qu'on est capable de manger. Fait que Exact. c'est Il y a ça. surtout beaucoup d'études plus observationnelles, tu sais, qui vont Ouais. regarder ce que les gens y prennent. Puis de ce qu'on voit, c'est que plus l'épreuve est longue, plus les gens, plus le ratio, tu sais, pour une épreuve quand même d'endurance, ultra-endurance, mais plus courte, ça va être 100% des glucides, mais plus ça devient long, Mhm. plus les gens vont commencer à prendre des aliments
standard, même quasiment des vrais repas. Tu sais, justement, l'exemple de tort des géants, mais Ouais, les gens vont prendre des vrais repas de temps en temps. Fait que là, le pourcentage, ça va quasiment un peu plus ressembler à une alimentation que comme de la vraie vie parce ouais, que justement, ça fait tellement longtemps que tu fais un sport, puis ça reste les épreuves d'ultra-endurance, c'est un peu tu sais, extrême relativement, là. Fait que c'est quand même aussi moins étudié, puis qu'est-ce qui ouais. devrait être fait, là. Après, tu fuck un peu ton ratio glucose-fructose quand tu prends des vrais aliments. C'est ça le problème, je pense, des fois. Puis, un autre sujet parce que j'ai demandé avant qu'on se parle, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de parler. Puis tu m'as mentionné un sujet que je trouvais ça vraiment intéressant. C'était par rapport à l'utilisation du HRV, mais pendant aussi comme l'entraînement. Ouais, Puis ça, c'est comme sais, la plupart des gens un peu connaissent c'est quoi le HRV puis l'utilisation un peu pour monitorer un peu ton niveau de fatigue ou ton readiness, en guillemets. Mais pour comme l'utilisation pendant l'effort, ça, c'est comme quelque chose que j'ai quand même moins entendu parler. Mais pour débuter, justement, peux-tu dire un peu c'est quoi la HRV ou la VFC, là, dans le fond, la variation de la fréquence cardiaque, puis après ouais, mentionner l'aspect pendant l'exercice que je trouve personnellement ouais. intéressant. Ben, c'est la VFC, dans le fond, c'est la variabilité dans le. Dans le fond, si ton cœur bat à 60 battements par minute, ben, en moyenne, c'est 1000. Dans le fond, c'est une seconde, donc 1000 millisecondes dans chaque battement. Mais il y a une variabilité là-dedans. Là. C'est pas toujours 1000 millisecondes, en fait. Puis cette variabilité-là, ben, c'est justement ça, la VFC. Fait que plus que ça varie, en fait, le temps entre les battements, théoriquement, mieux c'est. Puis plus que ça. C'est un indice, en fait, là, d'activité parasympathique finalement, puis c'est un peu ça qu'on veut, donc moins, un état peut-être moins stressé. Puis à l'inverse, une variabilité qui est plus basse, ben, c'est plus un indice là, de stress sur le système. Puis après, tu sais, c'est un outil, je pense, intéressant quand même pour suivre un peu là, la réponse à l'entraînement, puis euh, même, tu le vois quand même assez bien, là, les gens qui sont malades, ben, la VFC, elle descend généralement assez quand même bas, puis les gros trainings, les races, tout ça. Fait que c'est quand même le fun de. Je pense pas que. Moi, je m'en sers pas vraiment pour changer la prescription vraiment au jour le jour. C'est plus de voir à long terme, ben, si les valeurs sont tout le temps basses par rapport à la baissine de la tête, ben, est-ce qu'il faudrait faire une semaine de déloader plus tôt prévu? Est-ce qu'il faut faire un taper plus long? Est-ce qu'il faut changer un peu la façon de faire? En altitude, c'est aussi un marqueur qui est intéressant, je pense, à suivre pour voir tous les premiers jours comment l'athlète répond. C'est Euh, surtout intéressant de voir une trend plutôt que nécessairement, ouais. mettons, une seule valeur que Ouais, là, exact. tu Mais vas, ce qui tu est vas bien pas maintenant, c'est que changer vu nécessairement qu'on. l'entraînement pour une seule valeur de HEV, mais Ouais, s'il y a quand même une trend depuis quelques jours, là, tu vas peut-être pas de ouais. modification dans le fond, là. Mais ce qui est bien maintenant, c'est comme on a les mesures qui sont mesurées sur une nuit complète avec les outils comme la plupart des montres maintenant le mesurent. Peu importe la marque, là, que ce soit, je pense, Polar, Garmin, Coros, toutes les montres, je pense, maintenant mesure la HRV, il y a des bagues pour ça, tout. Ben, la valeur qu'on a le matin même est quand même, est quand même, je pense, un peu plus s'y fier qu'avant, quand c'est une mesure le matin qu'on prenait pendant 2 à 5 minutes. Là. Ça, c'est comme plus susceptible, je pense, au bruit dans la mesure. Fait que là, c'est comme dire de dire on fait une recommandation basée là-dessus. Maintenant, la valeur du jour, je pense, elle vaut quand même quelque chose. Mais après, il ne faut pas non plus nécessairement changer complètement les plans quand la valeur est moins bonne. Là. C'est plus de se poser la question pourquoi la valeur est moins bonne. Puis si la raison, c'est ben, parce que tu es malade, ben là, oui, il faut que tu changes tes plans, mais c'est pas parce que ton HV est bas, c'est parce que tu es malade. Là, tu sais. Exact. Puis, ce qui est dommage, des fois, c'est que certains appareils, comme tu sais, tu as mentionné plusieurs appareils, il y en a qui vont vraiment te donner, mettons, ta vraie valeur de HEV, mais il y en a d'autres qui ça va être, mettons, le Whoop, ça va être plus Ouais. un score, puis là, ça inclut Mhm. plein de variables, puis là, après, tu sais pas nécessairement, c'est comme un score de readiness, mais tu n'as pas nécessairement la vraie Ouais, valeur raw, genre brute de exact. ton HEV, là. C'est ça qui est plate un peu parce que le readiness est basé sur plein de facteurs, puis des fois, justement, ça donne beaucoup d'importance à certains, puis au final, c'est pas nécessairement ça qu'on. Quand on sait pas comment calculer les faits, c'est pas intéressant, je pense, comme outil. Là. Ce qui est fun, c'est quand on a des données plus brutes, puis qu'on peut savoir ben, c'est quoi les métriques, puis qu'est-ce que ça vaut. Là. C'est ce que j'ai vu récemment, je pense que c'était une pub, puis là, ça disait un peu que le Whoop, il calculait aussi un peu à chaque jour ton âge, un peu ton âge OK. biologique, là. Puis là, je trouvais ça comme tout le temps, et c'est un peu ça, Ouais. un peu le problème nécessairement tu sais, mais là, dans le marketing, il faut tout le temps que tu réinventes, mais c'est pas nécessairement des. Après, c'est comme plein Mhm. d'algorithmes, puis ça donne-tu vraiment une vraie variable qui est Ouais. utile, bien plutôt que, tu sais, nous, ce que tu veux réellement, c'est la vraie valeur Mhm. pure de ton HEV, mais là, après, c'est comme plein d'autres métriques un peu. Déjà là, tu sais, la montre, je sais que Garmin, il donne la moyenne sur les 7 derniers jours, puis déjà ça, c'est un peu absurde. Là, que de dire, moi, j'étais malade.
il était malade 2 jours, il y a 5 jours. Fait que là, mon HRV, la moyenne de 7 jours est encore bas aujourd'hui, mais la valeur de la nuit est bonne, là, tu sais. Fait que je suis comme, ben, là, je suis correct, là, je peux m'entraîner fort, là, tu sais. Mais la montre est encore biaisée par cette donnée-là qui était mauvaise de 3 jours, tu sais. Mais t'es Ouais, comme. ouais, ouais. C'est là que tu vois que. Je pense que la moyenne sur 7 jours, c'était ça qu'on faisait quand on avait des valeurs comme moins précises. Mais maintenant qu'on a des valeurs qui sont mesurées sur une nuit complète, ben, tu as déjà fait une moyenne pendant comme 8-9 heures, là, tu sais. Fait que pas besoin de rajouter des journées par-dessus pour être sûr que ce soit comme plus smoothé, là, comme plus lissé en fait comme valeur, là. Puis, juste avant, justement, d'aller de HEV dans l'exercice, mais mettons, toi, par rapport, mettons, à tes athlètes, y a-tu un appareil, suggères-tu, mettons, plus Lura Ring versus d'autres appareils, ou y a-tu quelque chose qui est mieux, mettons, qui va te donner au moins la valeur la plus précise, puis sans autre, plein d'autres. Ben moi, c'est plus d'y aller avec une montre là, qui le mesure parce qu'au final, tu as besoin d'une montre quand même pour t'entraîner quand tu fais de la course à pied. Fait que aussi bien d'y aller avec ça. La seule raison pour pas avoir une montre, de ne pas porter une montre pour la HRV, c'est des gens qui veulent pas dormir avec leur montre. Mais je pense quand même que la bague Oura, théoriquement, je pense que l'avantage, c'est que qu'elle tient un peu mieux. La montre, elle peut bouger un peu, c'est pas assez serré. Puis tout, je pense que la mesure peut-être que sur la bague est un peu mieux à cause que du fait que c'est vraiment comme parfaitement fité à ton doigt si tu as pris la Ouais, ouais, montre. ouais. Mais le coût de la bague, puis de l'abonnement, puis tout ça, quand tu as déjà besoin de t'acheter une montre de toute façon, je pense pas que c'est intéressant pour les coureurs. En tout cas, après, est-ce que les cyclistes, parce qu'eux n'ont pas nécessairement de montre, bah, tu sais, peut-être. En même temps, Garmin maintenant a fait un brassard aussi pour mesurer le sommeil. Je pense que Polar a sorti une espèce de bracelet comme un Whoop. Tu sais, je sais pas Ouais, il si. vient de le sortir, ouais, Ouais. exact, ouais. Je sais pas s'il y a des frais d'abonnement, mais tu sais, idéalement, tu évites les frais d'abonnement, puis tu as un truc qui mesure pas ce que tu veux mesurer. Fait que j'ai pas. Généralement, c'est quand même l'idéal, c'est d'avoir une montre qui le mesure, comme ça, t'as déjà l'outil. Puis je pense que de plus en plus, les montres, on va dire, de moins haut, tu sais, qui sont pas nécessairement super chères, le mesure aussi. Puis je pense que de plus en plus, tu sais, même si la mesure de fréquence cardiaque au poignet, c'est pas précis pendant l'exercice, au repos, moi je pense qu'on peut quand même se fier à ça, là. Ok, intéressant. Puis, justement, l'utilisation de la VFC ou HRV pendant le training, ouais, comment Ouais. tu utilises ça, soit pendant, quand tu regardes, ou après avec l'analyse des données de tes Fait que je cours. l'utilise pas tant que ça, c'est plus quelque chose d'un peu de. Ça m'intéresse parce qu'il y a eu plusieurs études là-dessus. En fait, c'est un autre marqueur, là. C'est pas le RMSSD qui est le marqueur qu'on utilise pendant, mettons, pour la récup. Ils appellent ça le DFA alpha 1, je pense. Puis le concept derrière ça est assez complexe, là, mais c'est comme. euh, il faudrait que je relise là-dessus pour pouvoir le vulgariser comme du monde, là, mais en gros, longtemps, ce qu'ils voulaient faire, c'est un peu montrer qu'il y a certaines valeurs de ce marqueur-là qui sont associées au seuil, dans le fond, seuil aérobique, seuil anaérobique, ou en tout cas seuil 1, seuil 2. OK. Puis ils disaient vraiment, dans le fond, que théoriquement, quand ta valeur de DFA alpha 1 est à 0,75, tu serais au premier seuil, puis quand tu es en bas de 0,5, tu serais au deuxième, tu sais. Puis il y a plusieurs études là-dessus, puis finalement, on se rend compte que ben, c'est pas tout à fait ça, tu sais. Mais il reste quand même que même si c'est pas exactement, c'est un peu comme le 2 puis 4 millimètres de lactate, là, tu sais. C'est comme, ben, c'est sûrement pas ça pour tout le monde, mais au final, la question après, c'est est-ce qu'on pourrait, tu sais, c'est un peu comme est-ce que ce serait plus précis ça que la fréquence cardiaque, en fait, pour déterminer les seuils pendant les phases, là? Puis on n'a pas encore de réponse à ça parce que les gens ont un peu, je pense, depuis qu'ils se rendent compte que c'est pas si précis que ça pour les seuils ventilatoires ou lactiques, ben, ils font, ben, OK, on oublie ce métrique-là, c'est pas bon. Mais ça reste que c'est quand même un indice, en fait, de stress de l'organisme. Puis est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'en faisant des tests, mettons, incrémentaux, comme, ben, en fait aussi des tests de lactate, est-ce que dire, ben, ton premier seuil, c'est 150 BPM, ton deuxième, c'est 175, mais c'est aussi ton premier seuil, c'est un DF alpha 1 de 1,03, puis le deuxième, ce serait, mettons, pas 1,03, mais 0,76, puis ton deuxième, c'est comme 0,46. Est-ce que cette variable-là est plus robuste dans le temps, mettons, après 10 heures d'effort dans un ultra? Moi, je pense quand même que les valeurs de fréquence cardiaque sont encore utiles, puis c'est encore une bonne façon de savoir où est-ce que tu es dans ta physiologie. Est-ce que ce metric-là serait encore plus précis que ça, finalement? C'est un peu comme les gens qui vont dire que ben, la respiration, puis une compagnie maintenant, TimeWare, qui ont commencé à faire des straps qui mesurent qui estiment en fait la ventilation, puis ils vont nous dire que ça, c'est plus précis en fait que le heart rate dans le temps. Ben, tu sais, peut-être, là, mais en même temps, est-ce que ce marqueur-là pourrait aussi un peu donner comme un marqueur de plus par rapport à ça, là? Fait que c'est plus comme tu sais, de l'observation. Puis là, le problème, c'est que ça prend des straps de fréquence cardiaque. Puis, tu sais, je pense que, en tout cas, moi, là, je recommande généralement aux gens de prendre la fréquence cardiaque au bras et non pas à la poitrine parce que c'est plus confortable. Mais pour avoir ce marqueur-là, ça prend vraiment tu sais, un strap qui mesure le HRV, là, tu sais.
Puis ça, t'as la strap, mettons, pendant ton effort, il y aurait possiblement une option, mettons, sur ta montre Ouais, exact. d'afficher ça. Puis comme tu dis, dans le fond, tu sais, pendant un effort, il peut avoir une certaine Ouais. dérive cardiaque. Tu sais, un effort, mettons, comme un marathon, mais Mhm. t'as une dérive cardiaque et ton rythme cardiaque augmente, mais dans l'ultra, là, c'est l'inverse. Qu'après Ouais. un certain temps, ton rythme cardiaque, il diminue, ce qui rend plus difficile, justement, là, d'utiliser tes seuils lactiques par rapport à ta fréquence cardiaque. Mais là, d'utiliser ce marqueur-là, ça pourrait possiblement, mettons, être une façon un peu plus précise de savoir, mettons, OK, là, je suis réellement, mettons, sous mon deuxième Ouais. seuil. Il y a au moins une étude qui a montré ça, justement, qu'après un effort vraiment long, que ça semblait comme prometteur en termes de. Puis même possiblement pour mesurer un peu la résistance à la fatigue, là. Tu sais, de dire, ben, euh, est-ce que si ce métrique-là, il change moins pendant un effort, dans le fond, que tes valeurs, à la fin, ta valeur n'a pas tant diminué, c'est peut-être parce que tu es moins stressé, puis que finalement, tu es encore assez bon. Mais au final, ça vient de la question, est-ce que en vélo, tu as les watts, tu as l'AFC, tu as tout ce que tu as besoin? Est-ce qu'en trail, dans le fond, ce serait plus intéressant parce qu'en trail, tu sais, le pace dépend beaucoup plus des conditions. Fait qu'est-ce que ce marqueur-là serait intéressant? Mais c'est vraiment, je te dirais, c'est quand même plus quelque chose qui est, pour l'instant, c'est pas tant backé par la science. Puis je pense que ce qui est compliqué, c'est que justement, tu sais, c'est juste le fait d'avoir besoin de mettre une strap plutôt qu'une mesure, mettons, au bras. Je pense que c'est déjà une limite. Puis après ça, c'est pas non plus. Tu sais, moi, je sais, dernière course que j'ai faite, je l'avais la strap juste pour ça. Puis finalement, ça a comme pas marché. Puis j'ai pas. Tu sais, j'ai remarqué pendant le warm-up que c'était pas. Parce que c'est vraiment une application que tu mets sur ton Garmin, OK, là. C'est pas OK. la Garmin par défaut qui l'a. Puis je sais pas pourquoi l'application s'est pas connectée à la strap. Pourtant, elle était connectée à ma montre. Puis tu sais, c'est quand même deux choses avant la course, tu veux pas commencer à stresser Ouais, avec ouais, ça. ouais. Je me suis comme dit, ben on s'en fout. Mais après la course, c'est comme, ben, j'aurais aimé ça, savoir quand même, est-ce que. Parce qu'au feeling, tu sais, je sais, d'après la FC, je suis parti trop vite, je suis au-dessus de mon seuil. J'ai bunké, fait que ça confirme un peu ça. Mais est-ce que cette métrique-là était à 0,4 tout le long, puis ça, tu sais, ça aurait donné comme une valeur de plus pour me dire, ben effectivement, tu vas pas maintenir ce rythme-là longtemps, là, tu sais. Fait que dans le fond, c'est comme un peu une third-party app, comme un peu l'app de corps, de température que Ouais, tu peux mettre sur ta exact. montre, mettons que là, Ouais, il y a une collaboration avec Garmin qui ouais. permet ça, dans le fond, là. Puis c'est quand même, un des problèmes, c'est que la valeur est assez lissée, là. Je pense que c'est comme. Fait qu'encore une fois, sur des intervalles, ça prend peut-être trop de temps avant de changer, mais sur un effort plus constant comme une course, je pense que ça peut être un métrique intéressant pour aller plus loin. Mais je pense que la question, c'est juste de voir est-ce que c'est mieux ça que juste la fréquence cardiaque. Puis, tu sais, moi, je pense quand même que la fréquence cardiaque, quand tu sais c'est quoi tes seuils de fréquence cardiaque, tu as quand même assez d'informations pour bien te pacer sur un ultra quand même. Tu sais, j'ai l'impression que la fréquence cardiaque, on le sait depuis genre vraiment, vraiment longtemps que c'est une très Ouais. bonne métrique et tout, mais ça reste quand même sous-utilisé, selon Mhm. moi, par beaucoup de Ouais. coureurs. Puis est-ce que je serais curieux, ça me fait penser à, tu sais, on parle de différentes métriques pour déterminer un peu l'effort. Puis, comme tu as dit, tu sais, en trail, ça dépend tellement des conditions, tu sais, Mhm. des côtes, des descentes. Est-ce que la puissance, c'est quelque chose que tu regardes un petit peu avec soit Non, toi-même puis ou. ben pour l'instant, non, parce que je pense pas que les formules sont les bonnes, là. Ça dépend un peu des capteurs, mais je sais en tout cas que Stride, eux, c'est clair qu'ils tiennent un peu en compte le retour d'énergie élastique. Fait que ta puissance pour un effort similaire va toujours être plus élevée sur du plat qu'en montée, là. OK. Parce que, fait que là, dans le fond, t'es comme, ben, OK, votre métrique est intéressant, mais en même temps, ça me sert à rien, là, tu sais. Après Garmin, je pense, leur puissance, en fait, ça dépend toujours quelle formule ils prennent pour tenir compte de la pente. Puis, à mon avis, en ce moment, je pense que les algorithmes de gap, ben, dans le fond, de VAP, là, de vitesse ajustée pour la pente, sont pas nécessairement les bons. En tout cas, Strava, ils sont partis des équations de Minetti, puis ils ont comme un peu ajusté, en fait, parce que Minetti, c'est vraiment dire, ben, pour une économie de course, une consommation d'oxygène égale, ça devrait être ça, les valeurs en pente versus à plat. Puis Strava sont partis de ça, puis ils ont dit, bon, on va ajuster pour la fréquence cardiaque. On va dire, on veut que la fréquence cardiaque soit la même en montée puis à plat, mais tu sais, basé sur souvent plein de données Strava de gens qui ont des mesures de FC qui sont pas précises, là, tu sais. Hmm, Fait que je pense qu'en OK. faisant ça, ils ont un peu comme enlevé de la précision sur l'algorithme là, de la VAP. Fait que déjà, puis c'est quand même le même principe pour la puissance, finalement. C'est quand même ces calculs-là qui prennent pour la puissance aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'en ce moment, ce qui est plate, c'est qu'on peut pas. Ce qui serait le fun, c'est de pouvoir dire, ben, sur ma Garmin, je choisis l'algorithme que je veux pour ma puissance, puis dire, ben, moi, je prends telle formule, tu sais, je veux celle-là, tu sais. Ouais, ou Là, d'avoir d'abord, l'option ouais, de comme d'avoir les ouais, valeurs brutes si tu le veux, dans le c'est fond, ça. là, que comme t'as le choix. Un peu comme le même principe avec Ouais. tantôt on parlait
la VFC, là, mais tu sais, d'avoir la valeur Mhm. brute si tu le veux, mettons, puis là, pour la même chose pour le Parce que la power, là. puissance, tu sais, la puissance de course, c'est un concept. Même la vitesse assistée pour la pente, c'est comme une idée qui est basée sur des équations. Mais je pense que si tu ne veux pas savoir c'est quoi l'équation, ben, c'est un peu frustrant parce que là, tu n'as pas la. Même maintenant, tu sais, avant, je me servais beaucoup justement du gap sur ma Garmin pour avoir un peu une idée de l'effort équivalent à plat. Maintenant, généralement, mon écran, c'est la vitesse verticale et la vitesse, le pace, là, tu sais. OK, puis après ça, oui, c'est plus au feeling. OK, si je monte à 1000 mètres à l'heure puis que mon pace, c'est 7 kilos, j'ai une idée un peu ça vaut quoi, mais j'ai la FC anyway. Là. Fait qu'au final, j'ai comme trois. Tu as comme une valeur verticale, une valeur horizontale pour ta fréquence cardiaque. Puis là, tu rajoutes à ça ta perception. Tu peux quand même te faire une idée de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là, tu sais. Mais c'est un peu toutes ces mesures-là que tu regardes pendant Ouais. ton effort. Ouais. Plutôt justement qu'avoir le gap, mais au lieu de que ta montre, elle Ouais. calcule, toi, tu as les valeurs brutes un peu, puis tu le sais, tu sais ta Ouais, puis je vitesse sais sur pas le plat, précisément, mais puis au final, des fois, c'est juste de dire est-ce que, tu sais, on le sait, là, si t'es à 4 10 kilos puis que ça monte, ben techniquement, ça va un peu vite. Là, tu sais. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'avoir le gap, de savoir que c'est 3,20 pour savoir que c'est plus vite que 4. Là, tu sais. En Puis plus, tu as après ta ça, fréquence cardiaque, fait que tu ouais, sais, c'est d'une ça. Puis, vue tu sais, interne, parce qu'au c'est quoi final, c'est l'effet. ça. Le début de la race, ce qui est le fun, c'est d'avoir autre chose que la FC parce que dans les premiers kilomètres, des fois, ça prend un peu de temps avant que ça monte. Mais après ça, une fois que tu as la FC, moi, c'est vraiment plus ça que j'utilise pour me PC. Puis, tu sais, même des fois, c'est comme je disais l'autre fois, tu sais, ma plus récente course, tu sais, je savais que j'étais 5 BPM au-dessus de ce que je voulais. Puis, j'ai comme fait, bah, fuck off, que j'essaye quand même. Puis, tu sais, ça n'a pas marché. Là. Mais des fois, c'est quand même le fun quand on respecte pas le plan. Puis tu sais, qu'on voit que le plan aurait quand même été le bon, ben, c'est là que ça confirme que c'est ça qu'il fallait faire. Là, tu sais. Puis des fois, c'est le fun d'avoir l'option d'avoir d'autres mesures pour un peu avoir une meilleure idée, parce que comme par Ouais, exemple justement ta fréquence cardiaque, mais des fois, juste le matin de la course, tu es tellement stressé que ta fréquence ouais. cardiaque est vraiment élevée ou à cause de la caféine, des Mais il choses, c'est reste que si plus. ta fréquence cardiaque est vraiment élevée, sûrement que tu es en train de brûler plein de sucre pareil. Là, tu sais. Exact, ouais. Puis c'est un peu ça, je sais pas si tu as vu Tom Evans là, à l'UTMB, il dit qu'il a carrément mis des bouchons dans ses oreilles pour les premiers ravitaux, où il y avait beaucoup de monde, pour justement éviter que sa FC monte trop à cause de l'ambiance. Là, tu sais. Ouais, c'est justement ce Ouais. matin, j'écoutais le Ouais. podcast pour me Mhm. préparer parce que je savais qu'on allait parler un peu de Ouais. pacing, puis un peu son mathématicien qui a aidé Joseph, je me trompe son nom, j'oublie son nom de famille, Ah, ouais. mais je trouvais ça intéressant, ouais, c'est un bon point, là, justement, parce qu'il parlait un peu de cette zone-là dans l'UTMB, qu'il y a vraiment beaucoup de monde, puis qu'il y a certains pros qui osent des fois pas le dire nécessairement, là, mais qu'ils n'aiment pas justement cette section-là Ouais. parce que ça Ouais, crée comme un stress de plus, puis justement, ça peut affecter tes fréquences cardiaques, tu sais, puis. moi, j'ai déjà fait du TMB, puis c'est à l'époque où je regardais pas trop ma fréquence cardiaque, puis je devais être à bloc, là, à Saint-Gervais, là. Je devais être Hmm. complètement à bloc, là. Tu un faux plat montant en asphalte avec une ambiance de fou. Tu sais, comment tu peux, genre, respecter ton pace si t'as pas comme quelque chose de précis, de prévu. Puis après, justement, si tu te bases sur la FC, puis que juste l'ambiance fait que ta FC monte de 15 BPM, ben là, il faut que tu ralentisses beaucoup, là, pour respecter le plan, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que des fois de prendre ça dans l'ensemble. Puis, tu sais, au final, la fréquence cardiaque, ça reste le meilleur intégrateur du stress. Là, tu sais. Puis des fois, on peut voir ça comme de dire, ben, si tu fais une course comme l'UTMB pour Tom Evans qui va durer 20 heures, ben, c'est quoi le stress que tu es capable de supporter pendant 20 heures? Ben, la meilleure façon de le déterminer, c'est peut-être par rapport à tes anciennes courses puis tes valeurs physiologiques, puis dire, ben, OK, pendant 20 heures, je pense que je peux tenir 145 BPM, puis c'est ça le plan. Là, tu sais. C'est ça, puis justement, ça m'amène un peu à ma dernière question là, qu'on peut commencer à aborder, là, qui est justement c'est une question d'un auditeur, un peu sur la gestion de pacing, puis justement à cause c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, Tom Evans et Ruth Croft, les deux qui ont gagné l'UTMB, ont travaillé justement avec un Français, un mathématicien, qui a un PhD là-dedans, puis qui a comme développé un peu un algorithme ou un modèle un peu de modélisation, un peu comme ce qu'ils utilisent en F1. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils utilisent un peu un genre de twin, en fait, comme des jumeaux de chaque personne. Puis dans le fond, pour Tom Evans, je pense qu'il avait testé quasiment jusqu'à 10 000 scénarios différents de Hum. stratégies de pacing. Puis après, en considérant plein d'autres facteurs pour savoir un peu qu'est-ce qui était comme le modèle qui était un peu plus le plus performant. Puis je pense que là, déterminé, c'était comme le 1083 ou peu importe Ouais. modèle ou scénario qui était un peu le plus performant. Puis ce modèle-là, justement, comme techniquement permis à Tom Mhm. Evans, puis dans l'autre cas, Woodcroft de gagner. Puis c'est dans le fond de prendre en considération chaque session de course. Puis même, il y avait un temps, pas juste un temps en fait au kilomètre, mais un temps aux 500 mètres Ouais. qu'il voulait faire. Fait que là, ça amène un peu la question de pacing. Euh,
Puis justement, la question de l'auditeur, c'est un peu c'est quoi le pacing qui est comme idéal pour une épreuve d'ultra-marathon? Y a-tu une stratégie qui est comme idéale? Puis est-ce qu'après, c'est d'essayer de comme pour un parcours un peu plus plat, de viser un négatif split? Est-ce que c'est possible réalistiquement de faire un négatif split justement Mhm. dans un ultra? C'est quoi un peu ton opinion là-dessus? Ben, tu sais, je pense, les gars, c'est comme. Je pense pas que si tu fais un négatif 6 et que t'es parti trop lentement, là, je pense que c'est normal de ralentir sur un ultra. Puis je pense qu'il y a quand même pas mal de données là-dessus, là, même sur des efforts, là, tu sais, des championnats du monde de 100 km, ces choses-là qui nous montrent que les meilleurs ralentissent, c'est les gars qui ralentissent moins. Fait que je pense quand même, puis même à l'UTMB, là, tu sais, même si Tom Evans a fini vraiment fort, c'est sûr que son pace est moins gros pour les mêmes pentes à la fin qu'au début. En tout cas, ce sera Mhm. validé, là. Mais clairement, je pense que l'idée, c'est d'essayer de maintenir une intensité, à mon avis, relativement stable puis de limiter finalement, parce que c'est pas vraiment une dérive cardiaque qui va arriver, c'est plus l'inverse. C'est que pour une FC relativement stable, ton allure va ralentir parce que tu perds de l'efficacité. Fait, dans le fond, c'est de réduire cette perte d'efficacité-là finalement. Puis c'est là que pendant la course, ben, ce que tu vas faire en termes de déjà ton pacing, si tu pars, plus tu es proche, dans le fond, plus tu es à une intensité élevée, plus que tu vas perdre de l'efficacité. Là. Tu sais, on le sait, si tu es au-dessus de ton deuxième seuil, en fait, tu vas la perdre même en dedans d'une heure. Là, tu sais. Mais si tu es à des intensités, on va dire, plus sous-maximales, ben, ça va être plus long avant que tu perdes d'efficacité. Puis, théoriquement, si tu es en bas de ton premier seuil, ta, ta perte d'efficacité est comme plus minime, si on veut. C'est là que d'autres facteurs, tu sais, de la nutrition va jouer un rôle là-dessus. On a déjà parlé un peu quand même là, tu sais, de brûler du gras, ça prend plus d'oxygène que de brûler du sucre. Fait que, tu sais, techniquement, si tu manges rien, à un moment donné, tu vas brûler beaucoup plus de gras, puis pour la même VO2, ben, tu vas aller moins vite. Fait que déjà là, ça, c'est, je pense, nutrition, c'est hyper important, pacing, c'est hyper important. Puis après ça, les autres éléments, tu sais, on a parlé un peu de nutrition, de hydratation. C'est là que, est-ce que prendre plus de sodium fait que ton volume plasmatique réduit moins? Fait que, encore une fois, l'efficacité est maintenue plus longtemps, le flux sanguin se rend mieux à tes muscles. C'est un autre élément qui est peut-être un peu moins connu. Puis après ça, ben, c'est tout l'entraînement. Là, tu sais, puis c'est là que justement Tom Evans puis Ruth ont le même coach, puis lui a son idée un peu sur comment entraîner tu sais, la résistance à la fatigue avec entre autres des vestes lestées pour du hike, des choses comme ça. Le volume d'entraînement, c'est sûrement peut-être le plus gros prédicteur aussi de résistance à la fatigue. Là. Quelqu'un qui court plus, quelqu'un qui court plus va généralement moins se fatiguer pendant un effort long aussi. Là. Fait que des fois, on rend ça compliqué, mais au final, c'est peut-être ça le plus important. Puis après ça, d'autres éléments, même entre les bâtons, tu sais, si tu prends des bâtons en début de course, ça ne te fait pas aller plus dans le début de course, mais ça fait que tu fatigues moins tes jambes, puis à la fin de la Mhm. course, ça t'aide. Puis même en trail aussi, maintenant, les super shoes. Là, c'est peut-être l'élément le moins connu puis le moins utilisé, mais est-ce que tes souliers à plaque de carbone font que ta mécanique de course est moins, elle se détériore moins, puis dans le fond, à la fin de la course, tu es capable de moins réduire ta vitesse. Fait que moi, le pacing, je vois plus ça comme maintenir une intensité le plus relativement stable puis après, c'est de ralentir le moins possible. C'est là que c'est pas juste le pacing, mais d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh, Puis à un certain point, c'est aussi, peut-être que c'est des efforts vraiment longs, c'est de se dire, ben, c'est quoi l'intensité la plus élevée que je peux tenir en début de course sans trop nuire à ma fin de course, là, tu sais. Exact. Puis je C'est-à-dire que pense dans... que. Ouais, vas-y. Vas-y, excuse. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est aussi, c'est très difficile aussi de, tu sais, un marathon plat, c'est un peu plus facile Mhm. justement de comme gérer ton effort, tu sais, ou de Ouais, planifier un peu ton effort, ou même, tu sais, même un ultra, tu sais, un 100 kilos, tu sais, comme ouais. qui ont fait le record de 100 kilos, tu sais, c'est un parcours extrêmement, tu sais, le plus plat possible, c'est pour maximiser Ouais. ça, mais là, après, quand c'est un ultra, faut un peu que tu divises par section aussi, puis justement d'utiliser, je pense plus d'utiliser tes valeurs internes, comme justement ta Mhm. FC, que viser, mettons, une allure. C'est un peu Ouais, la meilleure option. Puis peut-être te donner justement des barrières d'une certaine fréquence cardiaque exact. que tu dois pousser pour certaines coachs. Je pense que c'est peut-être la meilleure option. Puis de connaître ton corps, puis comme tu dis, là, de savoir qu'est-ce que tu es réellement capable de Mhm. faire. Puis c'est quoi ta résistance musculaire? Est-ce que si tu es tout le temps à la limite de justement ta zone 2 justement à la limite de ton premier seuil, c'est comme quelque chose que tu es vraiment capable de tenir sur un Ouais. 160, mais faut que tu le saches avec tes autres expériences dans le fond, là. Ouais. Ben, je pense que Tom, c'est un peu ça qu'il disait, là, que début de course, que Courmayeur était comme à 80-90% de son premier seuil. Là, fait qu'il est vraiment parti. Tu sais, je veux dire, c'est quand même fou qu'il est encore dans le trio de tête avec un effort comme ça, alors que souvent plein de gars qui étaient loin en zone 3 là, pour essayer de suivre. Là, tu sais. Hmm.
Fait que déjà, là, tu vois que le gars, il est vraiment en forme. Puis quand il a attaqué dans la montée du Grand Col Ferret, il était au premier seuil, finalement, tu sais. Ça Après, montre que justement, il ouais, précise pas si c'est FC ou pace, là, mais j'imagine que on parle de fréquence cardiaque quand même, là. ouais, c'est intéressant parce que puis ça montre que justement, comme si tu es capable de un peu de max Mhm. d'augmenter c'est quoi ton plafond, Ouais. puis justement tes seuils. Si tu as un seuil lactique 1 puis ton seuil lactique 2 plus élevé, mais pour le même effort, lui il court avec quelqu'un d'autre autour de lui. Il y en a un qui est justement, Mhm. comme tu dis, il est plus haut que son premier seuil, puis lui il est en bas, mais il court à la même vitesse, mais c'est quand même un très Ouais. gros avantage. Un, c'est comme mettons la concentration de lactate dans leur corps, mais aussi s'il y a un petit pourcentage d'effort, mais il brûle plus de lipides qu'une Ouais. autre personne, puis fait qu'il utilise moins ses réserves de Ouais. glycogène. Tu sais, il y a plein de facteurs qui rentrent en Puis, compte, dans le fond, là. puis j'ai un peu l'impression que tous les calculs qu'ils font, tout le pacing compliqué que les mathématiciens, puis tout, c'est surtout pour leur donner confiance dans leur plan aussi, là. Parce qu'au final, je pense quand même que le plan, tu sais, c'est pas comme si à chaque kilomètre, il regardait son split, puis il disait, ah, je suis 3 secondes Mhm. au-dessus, 3 secondes en dessous. Fait que je pense qu'il regarde aussi quand même fréquence cardiaque, puis tu sais, au final, c'est comme, ben, j'ai prévu arriver à tel ravito en tel temps, OK, je suis 2 minutes avant, ma FC, mettons, moyenne pour le split est 3 BPM en dessous, ou, tu sais, je pense qu'ils sont pas non plus dans le genre vraiment. S'il faut que ça, mais le plus gros avantage, c'est que je pense que les athlètes ont confiance de savoir que, OK, si j'arrive à tel ravito en tel temps, ben c'est ça qui fait que je vais le plus vite possible à la fin de la course, tu sais. Puis après C'est ça, ça ça, me donne puis ouais. confiance de laisser aller des gars qui vont trop vite. Puis c'est un peu ça, je pense que Tom Evans disait, là, quand je pense que Théo Litten, il est parti tout seul, il s'est comme dit, ben, soit qui est plus fort que toi, soit qui va péter, là, tu sais. Fait Comme tu dis, je pense que l'aspect mental n'est pas sous-estimé, là. Tu sais, ouais, je pense exact. que, tu sais, je pense que tu veux, tout le monde à ce niveau-là, il s'entraîne tout très fort. Il y a tout un gros Mhm. stress avant l'épreuve. Si on dirait que tu sais que tu as comme quelque chose que, tout le monde s'entraîne très très fort, fait que c'est dur de s'entraîner plus que les autres Ouais, personnes. Mais si tu sais, ah, j'ai comme un edge sur les autres personnes, que ce soit d'un point de vue nutrition, équipement, ou là, dans ce cas-là, c'est comme ouais. tellement de logistique, de gestion d'effort. Mais il part avec ça dans sa tête, puis ça peut juste, il a plus de confiance à ses capacités. Ça peut Mhm. juste le rassurer, puis d'augmenter ses performances de ce côté-là aussi, là, ouais. Tu sais, ce qui est dur, je pense, c'est d'arriver à ces stratégies de pacing-là sans avoir beaucoup de données, là. Tu sais, même eux, dans leur algorithme, j'imagine que ce qu'ils ont aussi comme données, c'est d'anciennes courses, puis de savoir que ben, quand il va à telle vitesse en début de course, ben, il va à telle vitesse en fin de course. Fait que tu sais, d'un peu faire des calculs avec ça. Mais je pense que ce qui est dur, c'est quelqu'un qui fait, mettons, son premier 100 miles, ben, je me pace comment, là? Tu te paces un peu d'après ce que tu sais sur des distances plus courtes, mais c'est pas. C'est pour ça qu'au feeling, tu sais, moi, j'y crois pas tant que ça, de se pacer 100% au feeling, parce qu'au final, comment tu peux savoir comment tu devrais te sentir au kilomètre 10 une course de 160 quand on n'a jamais fait? Puis en même temps, je pense que c'est tout le temps l'espèce de. Entre elles, le piège, c'est de penser que si je me sens comme ça au kilomètre 80, c'est sûr que je vais être pire au kilomètre 120, là, tu sais. Parce que c'est pas tout le temps ça. Il y a des hauts et des bas, puis des fois, ça n'a aucun rapport. Tu sais, c'est comme juste, c'est des. Ça va et ça vient. Fait que, tu sais, je pense que c'est là d'avoir comme un peu des métriques hautes, surtout au début de la course, là, parce que c'est tellement facile d'aller trop vite au début là, que tu sais, je l'ai fait souvent. Là, je suis le premier à en faire des courses. Tu sais, à une époque, j'avais pas de FC. Là. On n'avait pas de FC au poignet, j'avais pas de strap. C'était ben, quand je cours, là, puis Ouais, ouais. whatever. Tu sais. Mais au final, tu sais, je pense que je me rends quand même compte que d'avoir eu tu sais, un peu une approche un peu plus comme méthodique dans certaines courses que je l'ai faites au début de mes ultras, je pense que ça aurait quand même souvent aidé. Là. Puis, euh, puis j'ai quand même hâte de voir un peu ce que ça donne sur des courses plus longues. Mais tu sais, je pense que c'est quand même ça la difficulté. Puis c'est là que c'est fun d'avoir beaucoup d'athlètes. C'est à un moment donné de pouvoir tester des choses avec des athlètes puis voir un peu, ben, tu sais, il n'y a pas personne là, qui va faire un ultra en zone 4 là, tu sais. Mais après, c'est savoir à quel point tu peux être haut, mettons, en zone 3 sur un 80 kilos ou pas. Puis, tu sais, selon les profils, là, tu sais, ceux qui produisent plus de lactate, est-ce que c'est comme devrait être encore plus conservateur et vice-versa. Fait que, il y a quand même pas mal de choses qu'on ne sait pas, mais en même temps, une fois qu'on a fait une coupe de course avec des données, ben, on peut quand même, je pense, se partir d'une stratégie quand même assez intéressante. C'est ça, puis après aussi, c'est comme d'optimiser le plus possible tes forces aussi. Tu sais, si quelqu'un, mettons, qui est vraiment fort quelqu'un est vraiment fort dans les côtes versus quelqu'un d'autre est vraiment Mhm. fort dans les descentes, mais ne veut pas nécessairement utiliser la même stratégie Ouais. euh, de gestion d'effort. Tu sais, mettons, là, si, mettons, Jim, l'année prochaine, il veut prendre exactement le même modèle que Tom Evans, ça va peut-être pas Ouais, amener au exact. même résultat parce que peut-être que lui, il faut qu'il optimise, il, il performe plus dans les côtes, prendre plus de temps parce que Tom Evans, mettons, est plus rapide Mhm.
dans les descentes. Fait que ça, c'est comme des facteurs à considérer. Ou si quelqu'un a une meilleure, mettons, résistance de fatigue lors d'un ultra comme ça, il faut, ça, c'est son avantage. Il faut qu'il en profite. Puis, pour ceux qui essaient de répliquer, mettons, la stratégie, mettons, parce que des fois, je faisais ça, là, mettons, avant l'UTHC 125, la première fois, tu regardes le Strava de comme la personne Ouais, qui a gagné, puis là, tu prends chaque split, puis je vais répliquer ça exactement. ouais. Mais si moi, je suis moins bon dans le descendre, mais je suis plus fort dans une côte, par exemple, par d'autres personnes, Mhm. j'aurais pas là, les mêmes splits pour chaque section. Fait que c'est quelque chose à adapter, mais pour chaque section aussi, comme, faut rester dans ces barrières que tu t'es Ouais, fixées avec tes zones. Fait que souvent, je trouve les fois les zones, c'est plus un peu une barrière que tu te mets de exact. maximum plutôt qu'un minimum. Même chose Ouais, en vélo, par exemple, pour quelqu'un qui fait un Ironman, le wattage, je vais plus l'utiliser comme oui, c'est le fun d'avoir une idée un peu quel wattage viser pour le plat, mais c'est surtout, je trouve, pour les côtes, on va se dire ouais, c'est quoi le max de wattage que tu peux viser pour ce type de côtes-là qui sont longues, puis quel wattage ouais, pour les côtes qui sont plus courtes, qui sont un peu le même principe des fois en course, dans le fond, là. ouais. Puis c'est ça. Puis je pense quand même que c'est ça qui fait. Tu sais, il y a beaucoup de monde, tu sais, puis encore une fois, tu sais, je pense qu'entre elles, l'excuse numéro, pas l'excuse, mais la raison numéro un d'avoir des abandons ou des problèmes, c'est j'ai la misère à digérer ou des problèmes alimentaires. Mais au final, si tu te pèses bien, c'est quand même aussi un facteur important. Là. Tu sais, si tu pars à bloc, puis on s'en rend pas compte. Là. Je pense que quand on regarde pas trop nos fréquences cardiaques, on s'en rend pas compte à quel point on peut être dans un effort intense en début de course, en montée, mais c'est quand même assez important. Puis, tu sais, quand je regarde les bonnes courses que j'ai eues dans ma vie, ben, tu sais, à quel point des fois j'étais loin au début puis que j'ai pu remonter même sur des courses de 5 heures et moins, c'est quand même assez impressionnant. Puis là, sur les courses plus longues, ben, tu sais, je pense qu'il faut. J'ai pas encore, je pense, fait une course de 100 kilomètres et plus en me paissant vraiment selon ma FC. Là, tu sais. Mais un très bon exemple, c'est comme Ludovic Pomerel, là, que, tu sais, il va tout le temps, tu sais, il y a certaines courses qu'il va Ouais. finir très, très bons résultats, puis il y a certains moments, il est comme dans le top 5 tu sais, dans Mais on ne sait en pas haut s'il regarde ça 40. aussi, il va au feeling. C'est ça qui est quand même des fois. On- il n'y a pas tant, c'est ça qui est intéressant, je pense. On n'a pas tant de données comme claires. Même là, tu écoutes des podcasts, tout, puis comme me poser la question là, quand tu dis seuil 1, là, c'est FC ou c'est pace, tu sais, ou c'est vitesse verticale, tu sais. On dirait que les sous-questions, des fois, dans les podcasts, c'est comme, OK, on entend toujours la même chose, mais tu sais, j'aimerais ça avoir tu sais, plus de détails un peu là-dessus, là. Pour aller Mais, vraiment deep pour savoir comment ils font ouais. réellement. Là, des fois, c'est peut-être des secrets, puis il ne va pas trop Ouais, le peut-être pas, mais dire. en même temps, c'est en tout cas. Après, t'as beau me dire si c'est FC ou pas, mais tu sais, au final, comment tu sais ton premier seuil, ça va dépendre d'une personne à l'autre aussi. Là, tu sais, il n'y a pas nécessairement de façon universelle pour déterminer les seuils non plus. Là, fait que je pense qu'encore là, il y a un peu de flou quand même si on savait c'était quoi s'ils se basaient sur la FC ou sur le pace. Puis ça qui rend ça le fun, je trouve, les ultras, là, encore, même Ouais, si c'est plein d'affaires, il y a quand même plein de facteurs, puis c'est ça qui rend ça complexe, un peu comme un casse-tête que tu essaies de mettre ouais, ensemble. Ça va pas tout le temps bien, mais t'espères que ça va aller bien, tu sais. exact. Mais merci beaucoup pour ton temps, là. C'était vraiment intéressant, là. Tu sais, on a parlé de plein de sujets. On est allé quand même assez deep. Puis tu sais, sûrement ça pourrait être cool de refaire un autre podcast à un autre moment, puis parler d'autres sujets, là. Puis si les gens ont des questions, des sujets qu'on veut qu'on aborder, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis toi, c'est quoi un peu le reste de ta saison? As-tu des courses qui s'en viennent? As-tu des gros objectifs l'année prochaine? Ça ressemble à quoi un peu? Ben, c'est ça, là, moi, je traîne une blessure un peu aux ischios, là, fait que c'est pas, la shape est pas top. Mais le plan, c'est de faire le défi des couleurs, là, au Mont-Saint-Anne, là, la verticale puis le up and down. Ok, tu fais le combo. Oh, nice. Ouais. Ben, je fais le combo. Encore une fois, c'est l'an passé, j'ai fait le combo, puis j'aurais pas dû faire l'up-down parce que j'avais les ischios défoncés après la verticale. Fait que cette année, je vais peut-être me garder l'option que si pendant le warm-up, je sens que je suis en train tu sais, que c'est pas une bonne idée, je vais peut-être pas le faire, mais certainement la verticale. Puis l'année prochaine, probablement QMT 50 comme gros objectif. Puis j'aimerais peut-être faire une saison plus avec peut-être plus des défis tu sais, personnels ou genre, soit FKT ou même juste des segments de Strava le fun à faire. Puis j'ai pas encore de. Tu sais, en fait, c'est ça, je vais pas m'inscrire à un ultra tant que je suis pas 100% en santé. Fait que pour l'instant, ça va dépendre de ça. Puis maintenant, il faut s'inscrire tellement d'avance que Ouais, ça se ouais, peut que ouais. ce soit juste un cas que ben, si je suis en santé 100% mais que je suis pas inscrit à rien, ben, je vais aller faire un tentative. Pas nécessairement une tentative de FKT, mais tu sais, me mesurer à des FKT. T'en as-tu déjà un en tête ou? Ben, je sais que la Penny Loop, quand j'étais à Sherbrooke, je l'avais reconnu quelques fois.
Puis je sais que le chrono est absolument impossible pour moi à battre, là. C'est un C'est 50 kilos, non, je pense? ouais, cinquantaine de kilomètres. Mais ça pourrait être une idée parce que je pourrais me rendre en bicycle, puis ça serait le fun. Mais puis sinon, tu sais, si ça va bien, puis que je peux m'inscrire à, mettons, Ultra Trail des Chic-Chocs, je pense que ce serait quelque chose que j'aimerais peut-être faire. Je sais pas quelle distance non plus encore, là, mais c'est une course quand même que j'avais fait le Trail du Mont-Albert à l'époque où ça se fait comme ça. Fait que d'aller retourner en Gaspésie pour une course, ça pourrait être cool aussi, là. Ah, très cool. Puis si les gens ils veulent te contacter pour faire justement, mettons, un test de lactate ou d'autres tests, c'est ton site web, c'est Quantum Endurance, c'est ça? Ouais, quantumendurance.com. Puis ils peuvent nous retrouver aussi sur Instagram, puis assez facilement, je pense. Good, mais super, mais merci beaucoup pour ton temps, ça a été vraiment très intéressant. Ben, ça fait plaisir.